J'étais arrivé plus tôt que prévu le jour de Noël à la fête chez les parents de ma femme. J'ai été choqué lorsque j'ai entendu ma femme annoncer « Je suis enceinte de mon patron. Marc, nous sommes sur le point de devenir une famille. » Je suis parti discrètement. 3 semaines plus tard, tout le monde est devenu pâle quand ils ont vu. Je n'étais pas censé être là tout de suite. C'est ce qui arrive avec le destin. Il ne demande pas la permission avant de réécrire toute votre vie en l'espace d'une seule phrase entendue par hasard. Le trajet depuis l'aéroport avait été plus rapide que prévu. Pas d'embouteillage la veille de Noël, juste des autoroutes vides saupoudrées d'une neige fraîche qui accrochait les phares comme des diamants éparpillés. J'avais pris un vol plus tôt, je voulais faire une surprise à Emma. J'étais parti depuis 3 mois pour ce projet d'ingénierie à Dubaï. Et tout ce à quoi je pouvais penser pendant ces nuits interminables dans le désert, c'était de rentrer auprès d'elle, auprès de nous, auprès de la vie que nous avions construite ensemble sur 7 ans de mariage. Je me suis garé dans l'allée de ses parents à 7h moins le quart. La fête n'était censée commencer qu'à 8h, mais les fenêtres luisaient déjà chaleureusement contre l'obscurité de décembre, et je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. De la musique de Noël classique flottait, étouffée par les murs et les fenêtres, mais indubitable. Bing Crosby rêvant d'un Noël blanc, tandis que j'étais assis dans ma voiture de location, souriant comme un idiot, imaginant le visage d'Emma quand elle me verrait franchir cette porte. J'ai pris les cadeaux dans le coffre. Des paquets soigneusement enveloppés sur lesquels j'avais agonisé dans les souks d'or et les quartiers d'électronique de Dubaï. Un bracelet vintage pour Emma qui avait coûté plus que ma première voiture. Du scotch pour son père. Du parfum français pour sa mère. J'étais bon à ça, à être le gendre qui se souvenait, qui se souciait, qui se présentait. Je me présentais toujours. La porte d'entrée était déverrouillée. Il ne la verrouillait jamais pendant les fêtes. Il disait que cela donnait l'impression aux invités d'être malvenus de devoir frapper. Je suis entré doucement, pensant que j'entendrais d'abord le rire d'Emma. Ce son clair et en cascade qui m'avait fait tomber amoureux d'elle dans un café il y a 8 ans, alors qu'elle se disputait avec un barista à propos des implications philosophiques du lait d'avoine. La maison sentait la cannelle et le pain. Leur sapin de Noël se dressait dans le coin du salon, un sapin de 4 mètres et demi noyé sous les ornements et les lumières blanches. J'entendais des voix provenant de la cuisine, ce bourdonnement particulier de préparation d'avant-fête, et j'ai avancé vers elle, ma surprise intacte, mon sourire prêt, mon cœur rempli de 3 mois de manque. J'étais à 3 mètres du seuil de la cuisine quand j'ai entendu la voix de ma femme, claire, vive et excitée d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Je suis enceinte. Je me suis arrêté. Les paquets dans mes bras pesaient soudain 1000 kilos. Oh mon Dieu, Emma, c'était sa mère, Catherine. Voix aiguë de surprise et de joie. Quand l'as-tu découvert? Est-ce que Marc le sait? Oh ma chérie, c'est merveilleux. J'ai commencé à sourire, à avancer, à traiter le mot enceinte et à l'attacher à toutes les choses dont nous avions parlé, à tous les plans pour l'avenir que nous avions faits. Puis Emma a ri. Pas son rire habituel, quelque chose d'autre. Quelque chose de nerveux, de guilleret et d'étrange. Marc ne le sait pas encore. Et maman, ce n'est pas le sien. Le sol ne s'est pas dérobé sous moi. Ce n'est pas ce que l'on ressent. Le sol est resté exactement où il était. C'est moi qui ai cessé d'exister de manière significative. Moi qui suis devenu quelque chose de moins solide, de moins réel. Quoi? La voix de Catherine avait complètement changé. Tranchante maintenant. Prudente. C'est celui de Jake, mon patron. Les mots d'Emma s'échappaient maintenant, se bousculant les uns les autres comme si elle les avait retenus trop longtemps et avait finalement trouvé un moyen de les relâcher. Nous sommes ensemble depuis 6 mois, depuis août, et nous sommes amoureux, maman. Vraiment amoureux. Il veut m'épouser. Nous allons être une famille. Silence. J'étais là, dans le couloir, à 3 mètres de la cuisine, tenant des cadeaux de Noël, portant un pull qu'Emma m'avait donné l'année dernière avec un renne dessus. Et je ne pouvais pas bouger, pas respirer, rien faire d'autre que rester là et laisser les mots réorganiser la réalité. 6 mois. C'est. J'étais à la maison en août. Nous avions fêté notre anniversaire en août. 7 ans. Nous étions allés à ce restaurant près du lac, le Cher, et elle avait tenu ma main par-dessus la table et m'avait dit qu'elle était si chanceuse, que j'étais sa personne, qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans moi. Emma. La voix de Catherine était basse maintenant, presque un murmure. Emma, qu'est-ce que tu dis?
Toi et Marcus. Marcus est sûr. Emma l'a coupé. Et il y avait quelque chose de dédaigneux dans son ton qui faisait plus mal que la confession elle-même. Il est fiable et gentil, et il prendra probablement bien sa part ce qu'il prend tout bien. C'est qui il est. Mais Jake, maman, Jake me fait me sentir vivante. Il est excitant et dangereux. Et quand je suis avec lui, j'ai l'impression de vivre vraiment au lieu de juste exister dans cette petite boîte confortable que Marcus a construite pour nous. Ma chérie, la voix de son père maintenant. Richard, l'homme qui m'avait serré la main à notre mariage et m'avait dit qu'il gagnait le fils qu'il avait toujours voulu. Ma chérie, tu dois réfléchir à ce que tu fais ici. Marcus t'aime. C'est un homme bien. Il a travaillé si dur. Je sais que c'est un homme bien, la voix d'Emma s'est brisée. Ne crois-tu pas que je le sais? Ne crois-tu pas que cela rend les choses plus difficiles? Mais je ne peux pas vivre toute ma vie en étant reconnaissante envers quelqu'un d'être bon avec moi. Je veux de la passion. Je veux de la spontanéité. Je veux quelqu'un qui ne planifie pas chaque moment de chaque jour comme si c'était un projet à gérer. Je gérais des projets pour gagner ma vie. J'étais bon à ça. Je planifiais les choses parce que planifier signifiait la sécurité, signifiait construire quelque chose de solide, signifiait créer un avenir qui valait la peine d'être vécu. Apparemment, cela me rendait ennuyeux. Et tu es sûr que c'est le sien? Catherine à nouveau. Pratique même en crise. Je suis sûr. Nous n'avons. Marc et moi n'avons pas eu de relations intimes depuis juillet. Il a été tellement occupé par le travail, et j'ai été avec Jake, et c'est juste arrivé. Où ça a cessé d'arriver. Quoi qu'il en soit, ce bébé est celui de Jake. Juillet. Nous n'avions pas fait l'amour depuis juillet, et je ne l'avais même pas remarqué. J'avais été préoccupé par le contrat de Dubaï, par la planification de mon avancement de carrière, par le fait de m'assurer que nous avions assez économisé pour la maison que nous devions acheter le printemps prochain. La maison avec le grand jardin qu'elle voulait pour les enfants. Nos enfants. Pas les enfants de Jake. Je vais le dire à Marc après Noël. La voix d'Emma s'était stabilisée maintenant, avait trouvé sa résolution. J'attendrai après les fêtes. Ce serait cruel de lui gâcher Noël. Jake et moi en avons déjà discuté. Il divorce aussi. Sa femme ne le sait pas encore non plus. Et nous allons trouver un endroit ensemble. Prendre un nouveau départ. Faire les choses correctement. Faire les choses correctement. Comme s'il y avait une bonne façon de faire exploser l'existence de quelqu'un. Je ne me souviens pas avoir pris la décision de partir. À un moment, j'étais là, l'instant d'après, je reculais lentement, prudemment, comme si je désamorçais une bombe en m'en éloignant. Les paquets étaient toujours dans mes bras. Je ne sais pas comment j'ai réussi à les tenir. Mes mains avaient cessé de fonctionner de manière reconnaissable. La porte d'entrée était toujours ouverte. Je l'avais laissée ouverte en entrant, trop excité pour prendre la peine de la fermer. J'ai reculé à travers elle dans la nuit froide de décembre et je l'ai refermée avec un clic silencieux qui a sonné comme la fermeture d'un cercueil. La neige avait commencé à tomber plus fort. Elle s'est accumulée sur mes épaules alors que je me tenais là sur le porche, fixant les couronnes que Catherine avait accrochées à la porte, le paillasson qui disait joie à tous ceux qui entrent, la lumière chaude se déversant par les fenêtres où ma femme planifiait sa nouvelle vie avec le bébé d'un autre homme grandissant en elle. 6 mois. Le calcul était simple. Elle avait commencé à coucher avec son patron 2 mois après notre anniversaire. 2 mois après m'avoir regardé dans les yeux et m'avoir appelé sa personne. 1 mois avant que je ne parte pour Dubaï. Avait-elle été soulagée quand j'avais obtenu cette mission? M'avait-elle aidé à faire mes valises, embrassé à l'aéroport, puis conduit directement chez Jake pour célébrer mon absence? J'ai marché jusqu'à ma voiture, mis les cadeaux dans le coffre, me suis assis sur le siège du conducteur et j'ai fixé le volant pendant que la neige s'accumulait sur le pare-brise, effaçant lentement la vue de la maison où mon mariage venait de se terminer sans que personne ne le sache. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Emma. Et bébé, presque prête pour la fête. Trop hâte de te voir. Papa boit déjà le bon scotch. Sauve-moi. Emoji cœur, j'ai regardé ces mots pendant longtemps. J'ai essayé de les concilier avec la femme dans cette cuisine. Celle qui venait de dire à ses parents qu'elle était enceinte du bébé de son patron. Celle qui m'avait appelé sur et ennuyeux et avait comparé notre vie à une boîte. Je n'ai pas répondu. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit.
Je ne me souviens pas grand-chose du trajet de retour vers notre maison. Notre maison, celle que nous avions achetée il y a 3 ans après avoir économisé pendant 5 ans avant cela, celle où nous avions peint la chambre ensemble, où nous avions organisé des dîners, où nous avions fait l'amour les dimanches matins et nous étions disputés pour savoir à qui c'était le tour de nettoyer la salle de bain, et planifier des futurs auxquels apparemment je croyais seul. La maison était sombre quand je me suis garé, froide. J'avais baissé le chauffage avant de partir pour Dubaï pour économiser de l'argent. Toujours économiser de l'argent, toujours planifier, toujours construire vers un avenir qui venait d'être annulé. Je me suis assis dans l'allée et j'ai appelé mon meilleur ami, David. Il a décroché à la 2e sonnerie, musique de Noël et rire en arrière-plan. Marc. Eh, mec. Je pensais que tu ne rentrais que demain. Tout va bien? J'ai besoin d'un avocat, ai-je dit. Un avocat pour divorce, le meilleur que tu connaisses. Le bruit de fond de son côté s'est coupé. J'ai entendu une porte se fermer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté. L'arrivée précoce, la conversation dans la cuisine, les 6 mois, la grossesse, les plans qu'elle avait fait pour me le dire après Noël, comme si j'étais un enfant qui avait besoin d'être protégé des réalités adultes. David est resté silencieux pendant un long moment après que j'ai fini. Où es-tu maintenant? À la maison. Ne reste pas là. Fais une valise et va à l'hôtel tout de suite, Marc. Je suis sérieux. Pourquoi? Parce que tu as besoin de penser clairement, et tu ne peux pas le faire dans la maison que tu as partagée avec elle. Parce que tu as besoin de ne pas être là quand elle rentrera et commencera à poser des questions. Parce que tu as besoin d'espace pour digérer ça avant de faire quoi que ce soit. Il a marqué une pause. Et parce que tu as besoin de tout documenter avant qu'elle ne sache que tu sais. Documenter. SMS, courriel, relevé téléphonique, relevé bancaire, tout. Si elle a eu une aventure pendant 6 mois, il y a des preuves. Tu dois les trouver avant qu'elle n'ait la chance de les supprimer. L'ingénieur en moi a immédiatement compris. Preuves, données, faits qui pouvaient être organisés et analysés et utilisés pour construire un dossier. Je vais t'envoyer des noms, a continué David. Des avocats spécialisés dans ce genre de choses, mais Marc, écoute-moi. Ne l'affronte pas encore. Ne lui dis pas que tu sais. Pas avant d'avoir parlé à un avocat et de t'être protégé. Protégé de quoi? C'est elle qui a, de tout. Financièrement, légalement, émotionnellement. Elle planifie ça depuis des mois. Tu viens de le découvrir ce soir. Elle a une longueur d'avance. Tu dois la rattraper avant de faire le moindre geste. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais il y avait quelque chose en moi qui voulait retourner chez ses parents, entrer dans cette cuisine et regarder son visage quand elle me verrait. La regarder chercher des explications. La regarder essayer de transformer ça en quelque chose qui ait du sens. Mais je ne l'ai pas fait, parce que David avait raison et parce qu'au fond du choc et de la douleur, quelque chose d'autre commençait à se manifester. Quelque chose de froid, de précis et de méthodique. Elle avait planifié ça. Elle avait été prudente. Elle avait calculé quand me le dire, comment me le dire. Avait probablement déjà discuté avec Jake de ce à quoi ressemblerait le divorce, comment il gérerait la transition, quelle histoire il raconterait aux gens. Elle avait transformé notre mariage en un projet qu'elle gérait. J'étais aussi doué pour gérer des projets, mieux qu'elle ne le savait. J'ai fait une valise. Vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable, le disque dur externe où je sauvegardais tout. J'ai traversé la maison que nous avions partagée comme un fantôme, la voyant différemment maintenant. Les photos sur les murs, des mensonges. Les meubles que nous avions choisis ensemble, des accessoires dans une pièce de théâtre dont j'ignorais la fin. Le lit dans lequel nous avions dormi, un endroit où elle avait simulé l'intimité tout en planifiant sa sortie. Juillet, la dernière fois que nous avions fait l'amour. J'avais été trop fatigué cette nuit-là, décalé par un précédent voyage de travail. Mais elle avait pris l'initiative quand même. Avait été enthousiaste d'une manière qui m'avait surpris. Je pensais que nous renouions. Je pensais que cela signifiait quelque chose. Maintenant, je me demandais si elle faisait une étude de marché, me comparant à Jake, s'assurant qu'elle avait choisi correctement avant de s'engager dans son choix. J'ai trouvé le dossier où nous gardions les documents importants, certificat de mariage, acte de propriété de la maison, déclaration d'impôt, police d'assurance. J'ai tout photographié avec mon téléphone,
tout téléchargé sur un compte cloud sécurisé auquel elle n'avait pas accès. Puis je suis allé à notre bureau à domicile et je me suis assis à l'ordinateur. Emma et moi partagions un ordinateur de bureau pour les affaires ménagères, factures, achats, photos. Elle avait son ordinateur portable de travail. J'avais le mien. Mais cette machine dans le bureau était censée être un territoire neutre. Nous l'utilisions tous les deux. Nous avions tous les deux des comptes. Je connaissais son mot de passe. Elle ne me l'avait jamais caché. Pourquoi l'aurait-elle fait? Nous étions mariés. Nous nous faisions confiance. Je me suis connecté à son courriel. Le projet d'ingénierie à Dubaï m'avait beaucoup appris sur l'analyse de données, comment trier des quantités massives d'informations pour trouver des motifs, comment filtrer le bruit du signal, comment construire une image à partir de morceaux éparpillés. J'ai construit une image maintenant. L'aventure avait commencé en août, avait-elle dit. J'ai cherché dans ses courriels pour cette période. Là, une réservation d'hôtel. La Riverside Luxury Suite le 15 août. Alors que j'étais à la maison, alors que nous vivions notre vie normale. Elle m'avait dit qu'elle dînait avec son amie d'université Sarah ce soir-là. Soirée entre filles. J'avais commandé une pizza et regardé un documentaire sur les infrastructures. Elle était à l'hôtel avec Jack. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé des notes de frais qu'elle avait déposées auprès de son entreprise, des dîners facturés à sa carte d'entreprise, divertissement de clients, disait le rapport. Mais les montants étaient erronés pour des dîners de clients. Trop cher, trop intime. 2 entrées, un dessert à partager. Des bouteilles de vin qui coûtaient plus cher que notre budget d'épicerie hebdomadaire. J'ai trouvé des messages textes synchronisés avec son compte cloud. Elle les avait supprimés de son téléphone, mais n'avait pas réalisé qu'ils étaient sauvegardés automatiquement. Jack, je n'arrête pas de penser à cet après-midi. Tu es incroyable. Emma, je sais que je ne devrais pas me sentir comme ça, mais je ne le regrette pas. Pas le moins du monde. Jack, quand vas-tu lui dire? Emma, après le projet de Dubaï, ce sera plus facile comme ça. Il sera parti et je pourrai me faire les idées claires. Celui-là a fait mal. Elle m'avait encouragé à prendre la mission de Dubaï. M'avait aidé à préparer la proposition. M'avait dit que ce serait incroyable pour ma carrière. Je pensais qu'elle me soutenait. Elle voulait que je parte pour pouvoir être avec Jack sans l'inconvénient d'un mari sous le coude. J'ai tout documenté. Capture d'écran, courriel enregistré, historique de messages textes exportés. J'ai créé un dossier sur mon disque dur externe étiqueté archives de projet et les rempli de preuves de la trahison de ma femme de 6 mois. L'ingénieur en moi était calme maintenant, concentré. Ce n'était que des données, juste des informations à collecter, à organiser et à analyser. L'époux en moi était en train de mourir, mais je n'avais pas encore le temps de le ressentir. Il était presque minuit quand j'ai fini. J'étais assis devant cet ordinateur pendant 4 heures, regardant mon mariage se dissoudre en une chronologie de je t'aime, de réservations d'hôtels et de messages textes supprimés. Mon téléphone avait vibré tout le temps. Je l'avais mis en mode silencieux. Maintenant, j'ai regardé. 17 appels manqués d'Emma. 23 messages textes. Les messages racontaient une histoire. Où es-tu? La fête commence. Bébé, tes parents ont appelé. Ils ont dit que tu avais atterri il y a des heures. Marc, je m'inquiète. Ça va? Ce n'est pas drôle. Où es-tu? Je vais appeler la police si tu ne me réponds pas. S'il te plaît, dis-moi juste que tu es en sécurité. J'ai presque ri à la dernière phrase. Lui faire savoir que j'étais en sécurité. Comme si c'était moi qui étais en danger ici. Comme si c'était moi qui avais besoin d'être protégé. J'ai répondu par SMS. Retardé. Vol reporté. Je serai à la maison demain. Ne m'attends pas. La réponse a été immédiate. Dieu merci, j'étais tellement effrayé que quelque chose t'arrive. Je t'aime tellement. J'ai hâte de te voir demain. Je t'aime tellement. J'ai hâte de te voir. Des mots qui ne voulaient rien dire. Des mots qu'elle avait probablement aussi envoyés à Jack aujourd'hui. Entre 2 bouchées de biscuits de Noël chez sa mère, tout en parlant à ses parents de leur future famille. J'ai pris une chambre d'hôtel. Pas la Riverside Luxury Suite. Je ne pourrai jamais entrer dans ce bâtiment sans voir ma femme au lit avec un autre homme.
Mais un hôtel d'affaires près de l'aéroport. Propre et anonyme et vide. La chambre était beige. Tout était beige. Mur beige, moquette beige, couvre-lit beige. Je me suis assis sur le bord du lit beige et j'ai fixé le mur beige et j'ai essayé de ressentir autre chose que le calme méthodique qui m'avait porté pendant les 5 dernières heures. Les sentiments sont venus éventuellement. Vers 2 heures du matin, ils sont arrivés. Je l'avais aimée. Mon Dieu, je l'avais aimée si complètement. Elle était la première personne à laquelle je pensais au réveil et la dernière personne à laquelle je pensais avant de dormir. Elle était la raison pour laquelle je travaillais si dur, économisais si soigneusement, planifiais si méticuleusement. Tout ce que je le faisais en pensant à nous. Notre avenir, notre famille, notre vie. Et pendant 6 mois, alors que je construisais cet avenir dans ma tête, elle le démantelait en réalité. J'ai pleuré. La première fois en 15 ans, probablement. Assis sur ce lit beige dans cette chambre beige, j'ai pleuré. Comme si quelque chose en moi s'était brisé d'une manière qui ne pouvait pas être réparée. Mais même pendant que je pleurais, une partie de mon cerveau fonctionnait, planifiant, calculant. Elle avait dit qu'elle allait me le dire après Noël. Cela me donnait du temps. Une semaine peut-être. Elle voudrait y aller doucement, probablement. Choisir le bon moment. Mettre en scène la conversation. Elle était douée pour mettre en scène les choses. Je le réalisais. Douée pour gérer les perceptions. Je pouvais utiliser ce temps. David m'avait envoyé 3 noms par SMS. Des avocats. Je les ai cherchés sur mon téléphone, lu les avis, et étudié leur taux de réussite dans les cas de divorce. Un nom n'arrêtait pas d'apparaître dans des articles sur les divorces complexes, Mélissa Chen. Elle avait géré plusieurs affaires très médiatisées impliquant l'infidélité et les actifs cachés. Les critiques la qualifiaient d'impitoyable mais juste, et l'avocate que vous voulez à vos côtés quand les choses deviennent laides. Les choses allaient devenir laides. Je lui ai envoyé un courriel à 3 heures du matin depuis mon téléphone. J'ai expliqué la situation brièvement, professionnellement, comme si je soumettais une proposition de projet. J'ai joint certaines des preuves que j'avais recueillies. J'ai demandé une consultation dès que possible. Elle a répondu à 7 heures du matin. Disponible ce matin à 10 heures. Venez à mon bureau. Apportez tout ce que vous avez. J'ai passé les heures précédant la réunion à organiser les preuves. J'ai créé une chronologie. J'ai recoupé les relevés bancaires avec les rendez-vous de l'agenda d'Emma. J'ai trouvé des motifs que je n'avais pas remarqués auparavant. Elle prenait des demi-journées de travail tous les vendredis pendant 3 mois. Elle m'avait dit qu'elle travaillait à domicile ces après-midi. Mais les journaux de connexion de son ordinateur portable de travail, j'avais accès à notre compte iCloud familial partagé, qui incluait les sauvegardes de son appareil de travail, montraient qu'elle ne se connectait pas ces après-midi. Elle était ailleurs avec Jack, probablement. Pendant que j'étais à Dubaï, pensant qu'elle était à la maison, elle passait des après-midi de 3 heures avec son patron. Les relevés bancaires montraient des retraits d'espèces réguliers, 190 € tous les jeudis. De l'argent qu'elle me disait être pour l'épicerie et les dépenses ménagères, mais nos dépenses réelles d'épicerie étaient toutes sur carte de crédit. Je pouvais les suivre. L'argent liquide allait ailleurs. Des cadeaux pour Jack, peut-être. Des hôtels qu'il ne passait pas sur la carte d'entreprise. Je ne savais pas exactement, mais le motif était là. Régulier, cohérent, planifié. Elle avait été si prudente, si méthodique. Si je n'étais pas rentré plus tôt, si je n'avais pas entendu cette conversation, je n'aurais peut-être jamais su. Elle me l'aurait dit après Noël, oui, mais elle aurait contrôlé le récit, l'aurait présenté comme une réalisation soudaine, un choix difficile, aurait peut-être même blâmé nos problèmes conjugaux sur mes voyages de travail. Au lieu de cela, je connaissais la vérité, et j'avais la preuve de la vérité. Cela changeait tout. Le bureau de Mélissa Chen était dans un immeuble de grande hauteur du centre-ville avec vue sur la rivière. Approprié, ai-je pensé. Les rivières traversent les paysages, sculptent de nouveaux chemins, remodèlent tout sur leur passage. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, la quarantaine peut-être, portant un costume gris qui coûtait probablement plus cher que le paiement de ma voiture, avec des cheveux foncés tirés en arrière d'une manière qui signifiait les affaires. Monsieur Harrison. Elle m'a serré la main fermement. Asseyez-vous. Montrez-moi ce que vous avez. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je lui ai tout montré. La chronologie, les courriels,
les messages textes, les relevés bancaires, les réservations d'hôtels, les après-midi suspects du vendredi, la grossesse qui ne pouvait pas être la mienne parce que nous n'avions pas été intimes depuis juillet. Elle a écouté sans interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini, elle s'est assise en arrière et m'a étudié. « Vous avez été méticuleux », a-t-elle dit. « Je suis ingénieur. La méticulosité fait partie du travail. » Bien. Cela va aider. Voici où nous en sommes. Elle a tourné une nouvelle page de son bloc-notes. Le Colorado est un état de divorce sans faute, ce qui signifie que l'affaire elle-même n'aura pas d'impact direct sur la procédure de divorce, mais elle aura un impact sur la garde si elle essaie de prétendre que vous êtes inapte. Et elle aura certainement un impact sur le règlement financier. Garde de quoi? Le bébé n'est pas le mien. Non, mais vous êtes marié. Selon la loi du Colorado, vous êtes présumé être le père, sauf preuve du contraire. Elle peut prétendre que l'enfant est le vôtre, et vous aurez besoin d'un test de paternité pour prouver que ce n'est pas le cas. Je n'y avais pas pensé. L'idée que je puisse être légalement responsable du bébé de Jake m'a tordu quelque chose dans l'estomac. Cependant, a poursuivi Melissa, la preuve que vous avez recueillie change considérablement la donne. Considérablement. Elle a commis un gaspillage conjugal, dépensant des fonds conjugaux pour une aventure. Ses retraits d'espèces, les chambres d'hôtel, les dîners, tout cela peut être calculé, et elle peut être tenue de rembourser la masse des biens communs pour ses dépenses. De combien parle-t-on? Elle a fait un calcul rapide sur son bloc-notes. Estimation prudente basée sur ce que vous m'avez montré. Probablement 23 000 à 28 000 euros sur 6 mois. J'y ai pensé. 28 000 euros de notre argent, de l'argent que nous avions économisé pour une maison, pour notre avenir, dépensé dans des hôtels, des dîners et des cadeaux pour l'homme avec qui elle couchait derrière mon dos. Il y a plus, a dit Melissa. Vous possédez une maison ensemble, avez des comptes joints. À quoi ressemble votre situation d'emploi? Je gagne environ 130 000 euros par an. Elle gagne environ 85 000 euros. Actif. La maison. Achetée il y a 3 ans pour 400 000 euros. Vaut probablement 470 000 euros maintenant. Nous avons remboursé environ 70 000 euros de l'hypothèque. Épargne conjointe d'environ 75 000 euros. Mon 401K a environ 185 000 euros. Son 401K a environ 85 000 euros. 2 voitures, toutes 2 payées. Melissa a hoché la tête, écrivant tout. Donc, environ 600 000 euros d'actifs conjugaux, sans compter les comptes de retraite, qui sont généralement divisés séparément. Dans un divorce standard, vous auriez une division à peu près égale. Mais étant donné l'affaire, le gaspillage conjugal et le fait qu'elle soit enceinte de l'enfant d'un autre homme, nous pouvons plaider pour une division plus favorable pour vous. À quel point favorable? Une division 60-40e est réaliste. Peut-être mieux selon à quel point vous voulez être agressif et à quel point elle veut éviter un procès. J'ai pensé à Emma chez ses parents, leur parlant de Jake, du bébé, de son nouvel avenir passionnant. J'ai pensé à ses messages textes, à ses mensonges, aux 6 mois pendant lesquels elle avait construit une nouvelle vie tout en faisant semblant de vivre notre ancienne. À quel point pouvons-nous être agressifs? Melissa a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Aussi agressif que vous êtes prêt à payer, mais voici mon conseil. Ne faites pas de ça une vengeance. Faites-en une question de protection et d'obtenir ce à quoi vous avez légalement droit. La vengeance est coûteuse et épuisante émotionnellement. La justice est plus propre. Quelle est la différence? La vengeance essaie de la blesser parce qu'elle vous a blessé. La justice s'assure qu'elle fasse face aux conséquences appropriées de ses actes pendant que vous continuez votre vie intacte. J'ai compris la distinction. J'ai aussi compris que parfois, la justice et la vengeance pouvaient sembler remarquablement similaires de l'extérieur. Je veux la justice, ai-je dit. Et je veux m'assurer que lorsque ce sera fini, elle comprenne exactement ce qu'elle a abandonné. Melissa m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Nous pouvons travailler avec ça. Voici ce que nous allons faire. Vous allez agir de manière complètement normale jusqu'après Noël. Vous allez prétendre que vous ne savez rien. Vous allez être le mari aimant. Pouvez-vous faire cela? L'idée me rendait malade, mais j'ai hoché la tête. Bien. Pendant que vous faites cela, je vais déposer les papiers de divorce. Nous la servirons le lendemain de Noël, avant qu'elle n'ait la chance de vous raconter sa version de l'histoire.
De cette façon, vous contrôlez le récit. Elle saura que j'ai découvert quelque chose. Laissez-la se demander. Le fait est qu'elle n'aura pas le droit de gérer cette situation. Elle ne choisit pas l'heure et le lieu. Elle ne le présente pas à sa manière. C'est vous qui le faites. J'ai aimé cette idée plus que je n'aurais dû. Encore une chose, a dit Mélissa. J'ai besoin que vous fassiez un test de paternité dès que possible après la naissance du bébé. Nous aurons besoin de documents prouvant que vous n'êtes pas le père. Sans cela, vous pourriez être tenu de payer une pension alimentaire. Le bébé n'est pas attendu avant juin. Le divorce ne sera pas finalisé d'ici là. Non, mais nous pouvons agir assez rapidement pour que le cadre juridique soit en place. La clé est de tout documenter maintenant pendant que les preuves sont fraîches. Elle a tapoté le dossier que j'avais apporté avec tous mes documents imprimés. C'est du bon travail. Très détaillé. Mais j'ai besoin que vous fassiez encore une chose. Quoi? J'ai besoin que vous vérifiiez vos rapports de crédit. Les 3 bureaux. Assurez-vous qu'elle n'a pas ouvert de compte en votre nom ou contracté de prêt dont vous ignorez l'existence. Si elle planifie cela depuis 6 mois, elle pourrait avoir sécurisé sa position financière. Je n'y avais pas pensé non plus. L'idée qu'elle ait pu me voler d'autres manières m'a fait serrer les poings. Je le ferai aujourd'hui. Bien. Et Marc. La voix de Mélissa s'est légèrement adoucie. Je sais que c'est terrible. Je sais que vous avez l'impression que votre monde s'écroule, mais vous faites les bonnes choses. Vous êtes intelligent et prudent, et cela va vous protéger à long terme. Beaucoup de gens dans votre situation réagissent émotionnellement et cela leur coûte cher. Vous ne faites pas cela. Je ne me sens pas très intelligent en ce moment. C'est parce que vous êtes toujours en train de digérer. Le choc est encore frais. Mais vous êtes venu ici au lieu de l'affronter. Vous avez recueilli des preuves au lieu de détruire des biens. Vous pensez stratégiquement au lieu d'agir impulsivement. Cela demande de l'intelligence et de la maîtrise de soi. Je ne me sentais pas en contrôle. J'avais l'impression de tenir à peine le coup, mais j'ai hoché la tête quand même. Rentrez chez vous, a-t-elle dit. Agissez normalement. Soyez le mari qu'elle attend. Laissez-la penser que tout se déroule selon son plan. Et le 26 décembre, son monde va changer très soudainement. J'ai quitté son bureau en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais entendu la confession d'Emma. Un sens du but, un plan. J'ai vérifié mes rapports de crédit cet après-midi-là depuis ma chambre d'hôtel. J'ai trouvé quelque chose qui m'a fait serrer la mâchoire si fort que mes dents ont fait mal. Elle avait ouvert une carte de crédit à nos 2 noms il y a 3 mois. Octobre. Le solde était de 14 000 €. Les dépenses étaient toutes dans des magasins haut de gamme. Nordstrom, Tiffany, Williams-Sonoma. Elle achetait des choses chères, sur une carte dont j'ignorais l'existence, préparant sa nouvelle vie avec Jack, décorant leur futur appartement, achetant probablement des bijoux pour célébrer leur nouveau départ avec mon crédit, avec ma responsabilité financière. J'ai transmis l'information à Mélissa immédiatement. Sa réponse a été brève. C'est bon. C'est très bon. Continuez de chercher. J'ai continué de chercher. J'ai trouvé qu'elle transférait de l'argent de notre épargne conjointe vers un compte séparé auquel je n'avais pas accès. De petits montants. 470 € ici, 940 € là. Rien d'assez gros pour déclencher des alertes. Mais sur 6 mois, cela s'ajoutait à près de 18 800 €. Elle planifiait ça si soigneusement, si méthodiquement. Pendant que j'étais à Dubaï, travaillant 14 heures par jour sous une chaleur de 43 degrés, gérant un projet censé faire avancer ma carrière et assurer notre avenir, elle se préparait systématiquement à me quitter. Le détail qui faisait le plus mal était la façon dont elle m'avait encouragé à prendre cette mission de Dubaï. J'avais hésité. 3 mois loin de la maison, c'était long, mais elle avait été si favorable. M'avait dit que c'était une opportunité incroyable. M'avait aidé à préparer l'entretien. Avait célébré avec du champagne lorsque j'ai eu l'offre. Elle voulait que je parte. L'avait vu comme un cadeau, probablement. 3 mois pour être avec Jack sans avoir à inventer d'excuses. 3 mois pour planifier sa stratégie de sortie. 3 mois pour construire sa nouvelle vie pendant que je la payais depuis l'autre bout du monde. J'avais envie de crier, de casser des choses, d'aller à son bureau et de dire à tout le monde ce qu'elle avait fait. Au lieu de cela, j'ai fait ce que Mélissa m'avait dit de faire. Je suis rentré à la maison.
La maison était vide quand je suis arrivé. Emma serait au travail pour encore 2 heures. Je l'ai traversée comme un étranger, voyant tout différemment maintenant. La cuisine où nous avions cuisiné ensemble. Pensait-elle à Jake en coupant des légumes à côté de moi? Nous comparait-elle, me trouvant insatisfaisant? Le salon où nous regardions des films les vendredis soirs? Ces demi-journées du vendredi étaient-elles ce qu'elle attendait vraiment? Du temps avec lui au lieu du temps avec moi? La chambre où nous avions fait l'amour? Où nous avions parlé d'avoir des enfants un jour, où elle avait conçu l'enfant de quelqu'un d'autre sans jamais me le dire. Je me suis assis sur le bord de notre lit et j'ai regardé la photo encadrée sur sa table de nuit. Nous, le jour de notre mariage. Elle avait l'air radieuse. J'avais l'air plus heureux que je ne l'avais jamais été de ma vie. Cet homme sur la photo n'avait aucune idée de ce qui s'en venait. Aucune idée que la femme en blanc à côté de lui le trahirait si complètement que 7 ans plus tard, il serait assis ici, essayant de comprendre si quelque chose avait jamais été réel. Mon téléphone a vibré. Emma, rentre dans 20 minutes. Trop hâte de te voir. Je prends le dîner? J'ai répondu par SMS, comme le ferait un mari aimant. Je vais cuisiner ton plat préféré. À tout à l'heure. Son plat préféré était la piccata de poulet avec des pâtes Angèle Haïr. J'avais appris à la faire pour son anniversaire, notre première année ensemble. Je l'avais perfectionnée au fil de 7 ans de pratique. Je l'ai préparée maintenant. Faisant les gestes mécaniquement. Poulet aplati, farine, beurre, citron, capre, pâte qui bouille, salade assaisonnée, vin ouvert. Le dîner de bienvenue parfait. Je mettais la table quand j'ai entendu sa voiture dans l'allée. Elle est entrée comme un ouragan d'excitation, a laissé tomber son sac à main, a couru vers moi, m'a jeté ses bras autour du cou. Tu es rentré. Tu es vraiment rentré. Elle m'embrassait le visage, le cou, riait. Tu m'as tellement manqué. Tellement. Je l'ai tenu, senti son parfum, celui que je lui avais donné pour notre anniversaire. Senti son corps contre le mien. Le corps qui portait l'enfant d'un autre homme. Tu m'as manqué aussi, ai-je dit. Et le mensonge avait le goût du poison. Elle s'est reculée pour me regarder. Ça va? Tu as l'air fatigué. Juste le décalage horaire, l'envol. Eh bien, tu es à la maison maintenant, et j'ai tellement de choses à te raconter sur les plans de Noël, et oh mon Dieu, tu as fait de la piccata de poulet. Elle avait vu la table. C'est parfait. Tu es parfait. Parfait. Sûr. Ennuyeux. Le mari dans la boîte. Qu'elle était prête à jeter. Nous nous sommes assis pour dîner. Elle a parlé des plans de fête de Noël de ses parents, du travail, d'un nouveau café qui avait ouvert près de son bureau. Conversation normale, conversation facile, le genre que nous avions eu 1000 fois auparavant. Je l'ai regardé parler, étudier son visage, chercher des signes de culpabilité, de tromperie, de la femme qui avait dit à sa mère que j'étais sûr et ennuyeux. Elle avait l'air heureuse. Vraiment heureuse. Comme si rien n'allait mal du tout. Comment était Dubaï, a-t-elle demandé, en roulant des pâtes autour de sa fourchette. Chaud, compliqué. Nous avons eu quelques retards avec l'ingénierie structurelle, mais nous avons réussi à régler ça. Ça, c'est mon brillant mari. Toujours en train de régler les choses. Elle a tendu la main par-dessus la table et m'a serré la main. Je suis si fier de toi. J'ai regardé sa main sur la mienne, vu son alliance, celle qui correspondait à la mienne, celle qui était censée signifier quelque chose. Emma, ai-je dit prudemment. Es-tu heureuse? Elle a cligné des yeux. Quoi? Bien sûr que je suis heureuse. Pourquoi me demandes-tu ça? Juste. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup travaillé. Je veux m'assurer que nous allons bien. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Juste pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Puis c'est parti, remplacé par son sourire. Nous allons très bien, a-t-elle dit fermement. Nous allons absolument très bien. Et maintenant tu es à la maison et nous pouvons avoir un Noël parfait ensemble. Un Noël parfait pendant qu'elle était enceinte du bébé de Jake. Pendant qu'elle planifiait de me dire après les fêtes qu'elle me quittait, pendant qu'elle dépensait notre argent pour son aventure, cachait des actifs et ouvrait des cartes de crédit à mon nom. Parfait. J'ai tenu bon pendant le dîner, le dessert,
la vaisselle ensemble pendant qu'elle parlait de prendre un vrai sapin cette année au lieu de notre sapin artificiel habituel. J'ai tenu bon pendant un film sur le canapé, sa tête sur mon épaule, sa main jouant avec mes doigts comme elle le faisait toujours. J'ai tenu bon quand elle a suggéré que nous allions nous coucher tôt, sa voix prenant ce ton particulier qui signifiait qu'elle voulait être intime. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas la toucher comme ça sachant ce que je savais. Je suis épuisé, ai-je dit. Le décalage horaire me frappe fort. On peut juste dormir? Bien sûr, elle m'a embrassé la joue. Pauvre bébé. Tu dois être lessivé. Nous sommes allés au lit. Elle s'est endormie rapidement, recroquevillée contre moi comme toujours. Je suis resté éveillé, fixant le plafond, la sentant respirer, comptant les heures jusqu'à ce que Noël soit terminé et que Mélissa puisse signifier les papiers du divorce. 4 jours. Je devais agir normalement pendant 4 jours. Le lendemain matin, c'était la veille de Noël. Emma était en congé, joyeuse et énergique. Elle voulait faire des biscuits pour la fête de ses parents. Voulait que je l'aide. Nous nous tenions dans la cuisine ensemble, mesurant la farine et le sucre. Et je me suis souvenu de toutes les autres fois où nous avions fait ça, la domesticité facile de cela, le confort des routines partagées. Est-ce que tout cela avait été réel? M'avait-elle déjà vraiment aimé, ou avais-je juste été un bouche-trou jusqu'à ce que quelqu'un de plus excitant arrive? Tu es silencieux, a-t-elle dit, cognant sa hanche contre la mienne. À quoi penses-tu? Juste fatigué encore, ai-je soupiré. Et je pense au projet de Dubaï. Il y a certaines choses que je dois régler après les fêtes. Travail, travail, travail. Elle a secoué la tête, souriante. Tu dois apprendre à déconnecter parfois. Ceci de la part de la femme qui couchait avec son patron depuis 6 mois. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Mélissa. Papier prêt. Huissier confirmé pour le 26 à 9 h. Tiens bon. J'ai supprimé le message immédiatement. C'était qui? A demandé Emma. David. Me souhaitant joyeux Noël. Elle a hoché la tête, déjà reconcentrée sur les biscuits. Nous sommes allés à la fête de ses parents ce soir-là. Je suis entré dans cette maison où j'avais entendu la vérité 2 nuits auparavant et j'ai souri et serré des mains et accepté l'étreinte de Richard et le baiser de Catherine sur la joue. Il savait. Il savait pour Jake et le bébé et les plans d'Emma de me quitter. Et ils agissaient comme si tout allait bien. Catherine m'a tiré à part à un moment donné. Marc, chérie, je suis si contente que tu sois à la maison. Emma s'est ennuyée terriblement pendant ton absence. L'a-t-elle fait? Ou est-ce qu'elle regrettait juste d'avoir la commodité d'un mari autour? Elle m'a manqué aussi, ai-je dit, parce que pouvais-je dire d'autre? Elle a l'air si heureuse dernièrement, a continué Catherine. Elle rayonne. Je pense qu'elle a une nouvelle excitante à partager avec toi bientôt. Une nouvelle excitante? Le bébé, l'affaire, le divorce. J'ai hâte, ai-je dit, et j'ai regardé le visage de Catherine pour tout signe qu'elle savait comment cette phrase pouvait être interprétée. Elle a juste souri et m'a serré le bras. Richard m'a coincé plus tard près du scotch, m'a versé un verre du Cher, celui que j'avais prévu de lui apporter avant que mon monde n'implose. Content de te revoir, fils. Il a dit. Emma me dit que le projet de Dubaï a été un succès. C'était difficile, mais réussi. C'est le cas des choses qui en valent la peine, n'est-ce pas? Les défis sont généralement les plus gratifiants. Il a siroté son verre. Toi et Emma avez construit quelque chose de bon ensemble, quelque chose de solide. N'oublie pas ça. Essayait-il de me dire quelque chose? Voulait-il que je me batte pour sa fille? Que je lui pardonne sa trahison? Que j'accepte le bébé de Jake comme le mien? Ou faisait-il juste la conversation, inconscient du sous-texte que je lisais dans tout maintenant? Je ne pouvais pas le dire. Le fait de ne pas savoir était presque pire que le fait de savoir. Emma m'a trouvé 1 heure plus tard. Elle avait bu 2 verres de vin. N'était-elle pas censée éviter l'alcool pendant la grossesse? Et ses joues étaient rougies. Tu t'amuses, a-t-elle demandé, glissant son bras dans le mien. Oui, bonne fête. Je suis contente que tu sois rentré pour ça. Noël est meilleur avec toi ici. Un Noël de plus. Une dernière saison de vacances en tant que couple marié. Ensuite, elle me dirait sa vérité et je lui dirais que je savais déjà et tout ferait explosion.
Nous sommes rentrés à la maison ce soir-là dans un silence confortable. Elle fredonnait des chants de Noël à la radio. Je me suis concentré sur la conduite à travers la neige qui recommençait à tomber. Marc, sa voix était douce. Oui. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Je l'ai regardée. Elle me regardait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Je sais, ai-je dit. M'aimait-elle? Pouvait-elle m'aimer et faire ce qu'elle avait fait? Ou était-ce la culpabilité qui parlait, des doutes de dernière minute, le trac à propos de la nouvelle vie qu'elle avait planifiée? Je ne savais pas. Je ne savais plus rien, sauf que dans moins de 48 heures, tout cela serait terminé. Le jour de Noël était surréaliste. Nous avons ouvert des cadeaux dans notre salon comme des gens normaux. Comme des gens dont le mariage n'était pas déjà mort. Elle m'a offert une montre. Chère, belle. Pour tout le temps que nous allons passer ensemble maintenant que tu ne voyages plus autant, a-t-elle dit. Je lui ai donné le bracelet de Dubaï, j'ai vu ses yeux s'illuminer quand elle l'a ouvert. Il est magnifique, a-t-elle soufflé. Marc, ça a dû coûter une fortune. C'était le cas. Je voulais qu'elle ait quelque chose de spécial, quelque chose qui lui montre à quel point je l'aimais. Maintenant, je la regardais le mettre et je pensais à la façon dont elle le porterait probablement lors de rendez-vous avec Jake, comment il deviendrait une partie de son histoire de nouvelle vie. Mon ex-mari m'a donné ce cadeau de culpabilité, probablement. Il devait savoir d'une manière ou d'une autre. Nous avons pris le brunch, regardé des films de Noël. Elle s'est endormie sur le canapé, et je l'ai couverte d'une couverture et j'ai regardé son visage endormi. Elle avait l'air paisible, jeune. La femme dont j'étais tombé amoureux dans ce café il y a 8 ans était toujours visible dans ses traits. Mais cette femme, si elle avait jamais vraiment existé, était partie maintenant, remplacée par quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un qui pouvait mentir avec une facilité parfaite. Quelqu'un qui pouvait planifier un avenir avec un autre homme tout en dormant dans mon lit chaque nuit. Mon téléphone a vibré. Mélissa, demain matin, 9 h. Soyez prêts. J'étais prêt. J'étais prêt depuis le moment où j'avais entendu Emma parler de la grossesse à sa mère. Cette nuit-là, Emma a voulu faire l'amour. Elle a pris l'initiative avec soin, doucement, comme elle l'avait fait 1000 fois auparavant. Je ne pouvais pas. J'ai inventé une excuse sur le décalage horaire qui frappait encore fort, sur le fait d'être fatigué, de vouloir juste la serrer dans mes bras. Elle a eu l'air déçue, mais n'a pas insisté. Nous nous sommes endormis, son dos pressé contre ma poitrine, mon bras autour de sa taille. La dernière fois que nous dormirions de cette façon. La dernière nuit de notre mariage, même si elle ne le savait pas encore. Je me suis réveillé à 6 h du matin le 26 décembre. Emma dormait toujours. Je me suis levé doucement, douché, habillé. Au moment où elle se réveillerait, j'en serais à ma 2e tasse de café, assis à la table de la cuisine, à attendre. Bonjour, a-t-elle dit, somnolente, entrant dans la cuisine dans sa robe de chambre. Tu es debout tôt. Je ne pouvais pas dormir. Elle s'est versée du café, du décaféiné, j'ai remarqué maintenant, à cause de la grossesse, et s'est assise en face de moi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a toute la journée de congé. On pourrait aller en montagne, faire une randonnée, déjeuner à cet endroit que tu aimes. La sonnette a retenti. Emma m'a regardé, surprise. Qui peut bien être là si tôt? Je vais y aller, ai-je dit, me levant. J'ai ouvert la porte. Une femme en tailleur professionnel se tenait là, tenant une enveloppe en papier craft. Marcus Harrison, a-t-elle demandé. Oui. J'ai des documents pour Emma Harrison. Est-elle disponible? Emma est apparue derrière moi. Je suis Emma Harrison. L'huissière lui a tendu l'enveloppe. Vous êtes servi. Bonne journée. Elle est partie comme ça. Nous laissant dans l'embrasure de la porte avec une enveloppe qui contenait la fin de notre mariage. Emma a regardé l'enveloppe, puis moi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Ses mains tremblaient alors qu'elle déchirait l'enveloppe, en sortait les papiers, commençait à lire. J'ai regardé son visage changer. Confusion d'abord, puis choc, puis quelque chose comme de la peur. C'est Marc. Qu'est-ce que c'est? Des papiers de divorce? Je ne comprends pas, je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, la regardant essayer de comprendre. Ça dit que tu demandes le divorce. Ça dit.
Ça dit différence irréconciliable et gaspillage conjugal. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Marc, qu'est-ce qui se passe? Tu es enceinte, ai-je dit calmement. Du bébé de Jack. Tu as eu une aventure avec ton patron pendant 6 mois. Tu prévoyais de me le dire après Noël, mais je le sais déjà. Je le sais depuis la veille de Noël. Toute couleur a fui son visage. Comment as-tu? Je suis rentré plus tôt. Je suis allé chez tes parents, je t'ai entendu tout dire à ta mère. À propos de Jack, du bébé, du fait que je suis sûr et ennuyeux, et que tu veux de la passion et de l'excitation. Elle s'est assise lourdement sur le canapé, les papiers éparpillés de ses mains. Tu as dépensé notre argent pour ton aventure, ai-je continué. Tu as ouvert une carte de crédit à nos 2 noms et y as accumulé 14 000 € de dépenses. Tu as transféré de l'argent de notre compte joint vers un compte secret. Tu le rencontrais tous les vendredis après-midi tout en me disant que tu travaillais à domicile. Tu planifiais ça depuis des mois pendant que j'étais à Dubaï à travailler pour construire notre avenir. Marc, sa voix était à peine un murmure. J'ai des preuves. Tout. Message texte, courriel, relevé bancaire, réservation d'hôtel. Mon avocat a tout. Donc, tu ne peux pas mentir à ce sujet. Tu ne peux pas transformer ça en quelque chose où je suis le méchant parce que je voyageais trop ou travaillais trop dur. Tu as fait ça. Tu as choisi ça. Et maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences. Elle pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage, ses épaules tremblaient. J'allais te le dire. J'allais t'expliquer. Après Noël. Je sais. Selon ton calendrier, à ta manière. Mais je me fiche de ton calendrier maintenant. C'est mon calendrier maintenant. Marc, s'il te plaît. Pouvons-nous juste en parler? Lis les papiers, ai-je dit. Mon avocat te contactera au sujet de la division des actifs. J'ai déjà déménagé mes affaires dans un hôtel. Je reviendrai la semaine prochaine avec des déménageurs pour mes meubles et mes effets personnels. D'ici là, tu peux rester ici. J'ai pris mes clés. J'avais fait une autre valise la nuit dernière après qu'elle se soit endormie. Elle m'attendait dans ma voiture. Où vas-tu? Elle s'est levée, panique dans la voix. Maintenant? Loin de toi. Marc, attends, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Nous pouvons nous en sortir. Je l'ai regardé, vraiment regardé, j'ai vu le désespoir sur son visage, la peur, le regret. Trop tard. Tout. Trop tard. Tu ne m'aimes pas, ai-je dit doucement. Tu aimes l'idée de moi, la sécurité, la vie que j'ai construite pour nous, mais tu ne m'aimes pas. Si tu le faisais, tu n'aurais pas couché avec ton patron pendant 6 mois. Tu ne serais pas tombée enceinte de son bébé. Tu ne m'aurais pas traité d'ennuyeux et dit que tu te sentais piégé dans la vie que nous avons construite ensemble. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais. Tu le pensais sincèrement. Et la seule raison pour laquelle tu es désolé maintenant, c'est parce que je l'ai découvert avant que tu ne sois prête. Parce que tu as perdu le contrôle de la situation. Parce que je ne réagis pas comme tu t'attendais. J'ai marché jusqu'à la porte, je me suis retourné une dernière fois. J'espère que Jack te rendra heureuse, ai-je dit. J'espère que la passion et l'excitation en valent la peine. J'espère que lorsque tu seras debout à 3 heures du matin avec son bébé, te demandant comment tu vas payer tes factures parce que tes frais d'avocat et ses coûts de divorce ont vidé vos 2 comptes. J'espère que tu te souviendras à quel point j'étais ennuyeux et sûr, et que tu réaliseras ce que tu as jeté. Marc. J'ai fermé la porte sur ce qu'elle allait dire. Je suis monté dans ma voiture, je suis parti. Dans mon rétroviseur, je pouvais la voir debout dans l'embrasure de la porte, dans sa robe de chambre, tenant des papiers de divorce, pleurant. Je n'ai rien ressenti. Le rien était presque pire que la douleur. J'ai conduit jusqu'à la maison de David. Il a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Il a dû me voir arriver. C'est fait? A-t-il demandé. C'est fait. Il m'a serré dans ses bras. Je suis resté raide, ne ressentant toujours rien, pendant que mon meilleur ami essayait de me tenir. Viens, a-t-il dit finalement. Sarah a préparé le petit déjeuner. Tu devrais manger. Je me suis assis à leur table de cuisine pendant que la femme de David, Sarah, me préparait des œufs,
du bacon et du pain grillé que je ne pouvais pas goûter. Ils étaient tous les deux prudents avec moi, comme si je pouvais me briser. Peut-être que j'étais déjà brisé. Mon téléphone a commencé à sonner. Emma. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau. Refusé encore. Refusé. Des messages textes ont commencé à affluer. S'il te plaît, parle-moi. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Marc, s'il te plaît. Mais j'ai éteint mon téléphone. Ça va, a demandé David prudemment. Je ne sais pas ce que je suis. Au cours des jours suivants, j'ai appris à exister dans des limbes étranges. Je suis resté chez David et Sarah. Ils m'ont donné leur chambre d'amis et de l'espace, et n'ont pas posé de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Emma a tout essayé. Des appels téléphoniques auxquels je n'ai pas répondu. Des SMS que je n'ai pas lus. Elle est venue chez David 2 fois. Je ne suis pas allé à la porte. Elle a envoyé des courriels me suppliant de reconsidérer, d'aller en conseil, de lui donner une chance d'expliquer. Il n'y avait rien à expliquer. J'avais entendu la vérité de sa propre bouche. Mélissa a agi vite. Avant le nouvel an, nous avions une audience préliminaire prévue. Emma avait engagé un avocat, pas aussi bon que Mélissa, pas aussi expérimenté dans ce genre d'affaires, mais compétent. L'audience a été brutale. Nous étions assis de chaque côté de la salle d'audience comme des étrangers. Elle avait l'air terrible. Yeux rouges, perte de poids, mains tremblantes. J'avais l'air calme. J'étais calme. Le rien s'était installé de façon permanente maintenant. Son avocat a essayé de plaider que la dette de carte de crédit était pour des dépenses ménagères. Mélissa a produit des reçus prouvant le contraire. Bijoux Tiffany, équipement de cuisine Williams-Sonoma, vêtements Nordstrom et des tailles que je ne portais pas. Son avocat a essayé de plaider que les transferts d'argent étaient pour l'épargne. Mélissa a montré que le compte était au nom d'Emma uniquement, ouvert il y a 3 mois, clairement pas de l'épargne conjugale. Son avocat a essayé de suggérer que nous devrions tenter la réconciliation, que les mariages pouvaient survivre à l'infidélité. Mélissa a calmement mis en preuve les messages textes entre Emma et Jake. Les a lus à voix haute au tribunal. Messages sur le fait qu'ils étaient impatients d'être ensemble, sur le fait qu'Emma comptait les jours jusqu'à ce qu'elle puisse me quitter, sur le fait que Jake allait être un si bon père pour leur bébé. Emma pleurait à la fin. Ses parents étaient là. Ils avaient l'air sous le choc. Le juge a ordonné une division temporaire des actifs qui me donnait accès à tous nos comptes joints et interdisait à Emma de faire des retraits ou des ventes importants sans l'approbation du tribunal. À l'extérieur du palais de justice, Richard m'a rattrapé. Marc, a-t-il dit. Je sais que tu souffres. Je sais que c'est terrible, mais c'est notre fille et nous l'aimons. Elle vous a parlé de Jake. Je sais. Le soir de Noël. Vous saviez ce qu'elle avait fait, et vous êtes resté dans votre maison et m'avez dit à quel point elle était heureuse. Vous saviez qu'elle était enceinte du bébé d'un autre homme, et vous n'avez rien dit. Le visage de Richard s'est effondré. Nous essayions de la protéger, de la laisser faire à sa manière. La protéger de quoi? Des conséquences de ses choix? Vous l'avez élevée pour penser qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait sans être tenue responsable. Eh bien, maintenant, elle apprend le contraire. Je suis parti. Catherine m'a rattrapé sur le parking. Elle a fait une erreur, a dit Catherine d'urgence. Les gens font des erreurs. Vas-tu vraiment jeter 7 ans pour une erreur? Une erreur, c'est oublier un anniversaire, ai-je dit. Une erreur, c'est dire quelque chose de blessant lors d'une dispute. Une aventure de 6 mois où elle est tombée enceinte du bébé de son patron et a volé 28 000 € de nos comptes joints n'est pas une erreur. C'est un choix. De multiples choix. Des centaines d'entre eux. Chaque fois qu'elle est montée dans sa voiture pour aller à un hôtel avec lui. Chaque fois qu'elle a retiré de l'argent liquide pour lui acheter des cadeaux. Chaque fois qu'elle m'a menti au visage sur l'endroit où elle était allée. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des choix. Elle t'aime. Non, elle ne m'aime pas. Et tu sais quoi? Je m'en fiche maintenant. L'amour ne suffit pas. L'amour n'excuse pas la trahison. L'amour ne signifie pas que je doive sacrifier mon respect de moi-même pour qu'elle se sente mieux à propos de ses choix. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, laissant la mère d'Emma, debout sur le parking,
l'air perdu. Janvier s'est écoulé dans un flou de réunions juridiques et de révision de documents. Mélissa était aussi bonne que sa réputation le suggérait. Elle a construit un dossier en béton armé pour le gaspillage conjugal, pour la division des actifs en ma faveur, pour que je sois tenu indemne des dettes qu'Emma avait contractées. L'avocat d'Emma s'est battu, mais faiblement. La preuve était accablante. Chaque fois qu'ils essayaient de me peindre comme un mari absent qui avait poussé Emma à une aventure, Mélissa produisait des courriels et des SMS montrant Emma m'encourageant à prendre des voyages de travail, à me concentrer sur ma carrière, à ne pas s'inquiéter pour elle. Elle ne peut pas avoir les deux, a argumenté Mélissa lors d'une audience. Elle ne peut pas l'encourager à faire progresser sa carrière et ensuite blâmer sa carrière pour son infidélité. Le juge a acquiescé. En février, Jake est finalement apparu dans l'histoire. Sa femme avait aussi demandé le divorce. Elle était apparemment moins indulgente qu'Emma ne s'y était attendue de ma part. Le divorce de Jake était sale. Il était marié depuis 12 ans, avait 2 enfants. Sa femme s'est battue salement, a exposé l'affaire publiquement, a envoyé des preuves à son employeur. Jake a été renvoyé. Il s'est avéré qu'avoir une relation sexuelle avec une subordonnée violait les politiques éthiques de son entreprise. Emma, en tant que subordonnée, a conservé son emploi, mais a été transférée dans un autre service. J'ai entendu tout cela par le réseau de commérage. La femme de David connaissait quelqu'un qui travaillait chez l'entreprise d'Emma. Apparemment, Emma était une paria là-bas maintenant, la femme qui avait couché avec son patron marié et détruit sa famille. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Je n'ai rien ressenti. Emma a essayé une dernière fois de me joindre en mars. Elle s'est présentée au bureau où j'étais retourné travailler après la fin du projet de Dubaï. La sécurité m'a appelé. Il y a une Emma Harrison ici pour vous voir. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Elle dit que c'est urgent. Je m'en fiche. Dites-lui de contacter mon avocat. Mais elle m'attendait près de ma voiture quand je suis parti ce soir-là. Enceinte de 5 mois maintenant, cela se voyait clairement. Marc, a-t-elle dit. S'il te plaît, juste 5 minutes. Je l'ai regardée, j'ai vu la femme que j'avais aimée, j'ai vu l'étrangère qu'elle était devenue. 5 minutes. Je suis désolé. Les mots sont sortis précipitamment. Je suis tellement désolé. J'ai été stupide et égoïste, et j'ai jeté la meilleure chose de ma vie pour quelque chose qui n'était même pas réel. Jake et moi, nous ne sommes plus ensemble. Sa femme l'a détruit dans le divorce, et il me blâme. Et je réalise maintenant que ce que nous avions n'était pas de l'amour. C'était juste de l'excitation, de l'évasion. Je fuyais la responsabilité et j'ai tout ruiné et je suis tellement désolé. J'ai attendu qu'elle finisse. Je te veux de retour, a-t-elle dit. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que je t'ai fait mal, mais je t'aime et tu me manques, et je veux arranger ça. S'il te plaît, Marc. S'il te plaît, pouvons-nous essayer? Non. S'il te plaît. Tu es enceinte du bébé d'un autre homme, ai-je dit platement. Même si je pouvais pardonner l'aventure, même si je pouvais passer outre les mensonges, le vol et la trahison, je ne peux pas être le père de l'enfant de Jake. Je ne ferai pas ça. Ce serait un rappel constant de ce que tu as fait. Chaque fois que je regarderai ce bébé, je te verrai avec lui. Nous pourrions. Après la naissance du bébé, je pourrais le faire adopter. Nous pourrions prendre un nouveau départ. La suggestion était si épouvantable que j'ai reculé. Tu ferais adopter ton bébé. Tu donnerais ton enfant pour me rendre plus confortable. Quel genre de personne suggère même cela? Je veux juste que tu reviennes. Je ferai n'importe quoi. Non. La réponse est non. Ce sera toujours non. Je ne t'aime plus, Emma. Je ne sais même pas si je t'ai jamais vraiment aimé ou si j'ai juste aimé la personne que je pensais que tu étais. Mais cette personne, si elle a jamais existé, est partie. Et je ne peux pas la récupérer. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, la laissant debout sur le parking, enceinte et seule. Le divorce a été finalisé en avril. J'ai eu la maison, 60% de nos actifs liquides, et elle a été obligée de rembourser la masse des biens communs pour l'argent qu'elle avait dépensé pour l'aventure. Mon compte de retraite est resté le mien, le sien est resté le sien. Elle a hérité de la dette de la carte de crédit qu'elle avait ouverte, des meubles de l'appartement dans lequel elle prévoyait apparemment d'emménager avec Jake avant que sa vie ne s'écroule.
Le règlement était juste. Vraiment juste. Mélissa a dit plus que juste compte tenu des circonstances. J'ai signé les papiers à son bureau. Emma les a signés au bureau de son avocat. Nous ne nous sommes jamais revus. Le jour où notre divorce est devenu définitif, je suis retourné à la maison. Notre maison. Ma maison maintenant. Elle se sentait vide, creuse. J'ai traversé des pièces pleines de souvenirs qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Je me suis tenu dans la chambre où Emma avait dormi à côté de moi pendant 7 ans et j'ai essayé de ressentir quelque chose. Toujours rien. David m'a dit que j'étais déprimé. Il avait probablement raison. Il voulait que je consulte un thérapeute. J'y suis allé une fois. La thérapeute était gentille et patiente et m'a demandé comment je me sentais. Rien, ai-je dit. Je ne ressens rien. Elle a dit que c'était normal. Que j'avais subi un traumatisme et que mes émotions s'étaient coupées pour me protéger. Que éventuellement, j'aurais besoin de digérer ce qui s'était passé, de ressentir les sentiments que j'évitais. Je ne suis pas retourné la voir. En mai, j'ai vendu la maison. Je ne pouvais plus y vivre. Chaque pièce était hantée par le fantôme d'un mariage que je pensais réel. J'ai acheté un condo au centre-ville. Moderne, propre, sans souvenir. Emma a eu le bébé en juin. Une fille. Jake n'était pas à l'hôpital. Ils étaient séparés depuis 3 mois à ce moment-là. J'ai entendu dire qu'elle avait nommé le bébé Sophia. J'ai entendu dire qu'elle l'élevait seule. J'ai entendu dire que ses parents aidaient, mais pas autant qu'elle l'aurait espéré. J'ai entendu tout cela de seconde main et j'ai ressenti le même rien que j'avais ressenti à propos de tout le reste. En juillet, 1 an après la dernière fois qu'Emma et moi avions été intimes, j'ai eu un rendez-vous. La femme de David l'avait organisé. Une amie d'une amie, une femme agréable, intelligente, attrayante. Nous avons dîné. Elle a parlé de son travail, de ses loisirs, de sa vie. Je lui ai dit que j'avais récemment divorcé. Combien de temps avez-vous été marié, a-t-elle demandé. 7 ans. Que s'est-il passé, si cela ne vous dérange pas que je demande? Elle a eu une aventure, est tombée enceinte de son bébé, a dépensé notre argent pour lui, a menti à ce sujet pendant 6 mois. Les yeux de la femme se sont écarquillés. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. C'est terrible. Ça va, ai-je dit. Je vais bien. Mais je n'allais pas bien. J'étais rien. Et rien, ce n'était pas bien. C'était juste rien. Il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous. 3 semaines après que le divorce soit devenu définitif, je les ai vus dans un restaurant. Emma et Jake à nouveau ensemble, apparemment. Ils tenaient le bébé Sophia. Emma souriait. Ils avaient l'air heureux. Je suis resté devant la fenêtre du restaurant et je les ai regardés un instant. Regardez Jake faire rebondir le bébé tandis qu'Emma riait de quelque chose qu'il disait. Ils avaient détruit leur mariage, perdu leurs obligations, dépensé une fortune en avocats de divorce, étaient devenus des parias sociaux dans leurs cercles professionnels et sociaux, et ils étaient là, heureux. J'ai attendu la colère, la douleur, n'importe quoi. Toujours rien. Je suis parti. David m'a trouvé plus tard cette nuit-là, ivre dans mon condo, fixant le mur. Je les ai vus, ai-je dit. Ils sont de nouveau ensemble. Qu'ils aillent se faire voir, a dit David avec ferveur. Ce sont des gens terribles qui se méritent. Ils avaient l'air heureux. Ils sont heureux maintenant. Donne-leur 6 mois. Donne-leur 1 an. Les gens qui construisent des relations sur la trahison finissent toujours par se trahir mutuellement éventuellement. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'ils imploseraient. Peut-être qu'ils se feraient du mal de la même manière qu'ils avaient fait du mal à leur conjoint. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils réussiraient vraiment. Peut-être que l'amour construit sur des ruines durait parfois. Je ne savais pas. Je m'en fichais. Je ne peux rien ressentir, ai-je dit à David. Ça fait 7 mois et je ne peux rien ressentir. C'est un traumatisme, mec. C'est ton cerveau qui te protège. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que je pourrais ressentir quelque chose à nouveau? Il n'avait pas de réponse. En août, 1 an après qu'Emma ait commencé son aventure, j'ai quitté mon emploi. Le cabinet d'ingénierie a été surpris. J'étais bon dans ce que je faisais. Ils m'ont offert plus d'argent, de meilleurs projets, des horaires flexibles. J'ai tout refusé.
J'ai besoin de changement, ai-je dit. Ce que je voulais dire, c'était, j'ai besoin de brûler tout ce qui me rappelle qui j'étais quand je pensais être heureux. J'ai déménagé à Seattle. Nouvelle ville, nouvel emploi, nouvelle vie. Personne là-bas ne savait que j'avais été marié. Personne ne savait pour Emma ou Jake ou la veille de Noël qui avait tout détruit. J'étais juste Mark, l'ingénieur tranquille qui gardait ses distances. J'ai travaillé. J'ai existé. Je n'ai rien ressenti. En septembre, Emma m'a contacté une dernière fois. Un courriel long et décousu et désespéré. Elle m'a dit que Jake l'avait quitté, qu'il avait décidé qu'être père était trop difficile, qu'il avait déménagé dans un autre état pour prendre un emploi qui ne l'obligeait pas à la voir ni à voir Sophia. Elle m'a dit qu'elle luttait, qu'être mère célibataire était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé, que ses parents étaient déçus d'elle, que ses amis l'avaient pour la plupart abandonnée. Elle m'a dit qu'elle avait fait une terrible erreur, qu'elle avait jeté quelque chose de réel pour quelque chose qui s'était avéré être une illusion. Elle a demandé si nous pouvions parler, s'il y avait une chance, si je pourrais jamais lui pardonner. J'ai lu le courriel 3 fois. Puis je l'ai supprimé, mis à la corbeille, vidé la corbeille, bloqué son adresse courriel. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. En octobre, David m'a rendu visite à Seattle. Tu as l'air terrible, a-t-il dit sans détour. Merci. Je suis sérieux, Mark. Tu es un fantôme. Tu as perdu du poids. Tu ne dors pas. Tu ne fais qu'exister. Ce n'est pas vivre. Je vais bien. Tu ne vas pas bien. Tu ne vas pas bien depuis la veille de Noël de l'année dernière. Et je comprends, mec. Je comprends que ce qu'elle a fait a été dévastateur, mais tu ne peux pas la laisser détruire le reste de ta vie. Elle t'a assez pris. Ne lui donne pas plus. Je ne lui donne rien. Si, tu lui donnes ton avenir. Tu lui donnes ta capacité à être heureux. Tu lui donnes du pouvoir sur toi en refusant de passer à autre chose. J'ai passé à autre chose. Je suis dans une nouvelle ville, un nouvel emploi, une nouvelle vie. Non, a dit David doucement. Tu es dans un nouvel endroit, mais tu es toujours piégé dans ce moment où tu l'as entendu parler de Jake à sa mère. Tu es toujours debout dans ce couloir, tenant des cadeaux de Noël, voyant ton monde s'arrêter. Tu n'as jamais quitté ce moment, Mark. Tu y es toujours. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Mais je ne savais pas comment partir. Comment puis-je arrêter de ne rien ressentir, ai-je demandé. Tu dois te laisser ressentir quelque chose. N'importe quoi. Même si ça fait mal, même si c'est de la colère ou de la douleur ou du deuil, tu dois le ressentir pour le traverser. Cette nuit-là, seul dans mon condo à Seattle, je me suis finalement permis de ressentir. J'ai ressenti la rage d'abord. Chaude et écrasante et terrifiante. Rage contre Emma pour m'avoir trahi. Rage contre Jake pour son insensibilité. Rage contre ses parents pour l'avoir protégé. Et rage contre moi-même pour ne pas avoir vu les signes. Puis la douleur. Profonde et lancinante et sans fin. La perte de 7 ans. La perte de l'avenir que j'avais planifié. La perte de la personne que j'étais avant de savoir ce que l'on ressentait face à la trahison. Puis le deuil. Pour le mariage que j'avais cru réel. Pour l'amour auquel j'avais cru. Pour l'homme que j'avais été, qui pensait construire quelque chose de permanent. J'ai pleuré comme j'avais pleuré dans cette chambre d'hôtel beige la veille de Noël, mais plus fort, plus profondément, plus bruyamment. J'ai cassé des choses. Pas beaucoup de choses. Je n'étais pas destructeur par nature. Mais j'ai lancé ma tasse à café contre le mur et je l'ai regardé se briser et j'ai ressenti quelque chose comme de la satisfaction. J'ai crié dans un oreiller pour que les voisins n'appellent pas la police. J'ai hurlé tous les mots que je n'avais jamais dit à Emma. Toute la colère que j'avais gardée sous contrôle. Toute la douleur que j'avais refusé de reconnaître. Quand j'ai eu fini, des heures plus tard, la gorge éraillée, les yeux brûlants, je me suis senti vide, mais c'était un vide différent d'avant. Ce vide avait de l'espace en lui. De la place pour que quelque chose de nouveau grandisse. J'ai commencé à voir le thérapeute que David m'avait recommandé. J'y suis allé 2 fois par semaine, j'ai parlé de tout ce que j'avais retenu. Elle m'a demandé ce que j'avais perdu quand Emma m'a trahi. Tout, ai-je dit. Non, a-t-elle corrigé doucement. Vous avez perdu votre mariage.
Vous avez perdu votre confiance en une personne. Vous avez perdu l'avenir que vous aviez planifié, mais vous n'avez pas tout perdu. Vous n'avez pas perdu votre intelligence, votre gentillesse, votre capacité d'aimer, votre valeur en tant que personne. Ces choses sont toujours intactes. Je ne l'ai pas cru au début, mais lentement, semaine après semaine, séance après séance, j'ai commencé à comprendre son point de vue. La trahison d'Emma disait quelque chose sur elle, pas sur moi. Son choix de tromper n'était pas un reflet de ma valeur. C'était un reflet de son caractère. Les mensonges qu'elle racontait ne me rendaient pas stupide de les avoir crus. Ils la rendaient menteuse. L'avenir qu'elle a détruit n'était pas mon échec. C'était son choix. En décembre, un an après le pire Noël de ma vie, je suis rentré chez moi pour les fêtes. David et Sarah ont organisé une fête. J'y suis allé. Il y avait des gens là-bas. Je connaissais des gens qui avaient connu Emma et moi en couple. Des gens qui avaient entendu parler du divorce. Ils étaient maladroits au début, prudents avec moi, mais je les ai surpris en allant bien. Vraiment bien. J'ai ri à des blagues, j'ai eu des conversations, je me suis senti présent dans ma propre vie pour la première fois depuis un an. Tu as l'air bien, a dit Sarah doucement. Vraiment bien. J'y arrive, lui ai-je dit. Et c'était vrai. J'y arrivais. Pas encore au bonheur, pas à la confiance, pas à être prêt pour une autre relation, mais à être d'accord avec le fait d'être seul. À être d'accord avec le fait de ne pas savoir ce qui allait suivre. À être d'accord. En janvier, 2 ans après qu'Emma ait commencé son aventure, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Rachel. Elle était architecte paysagiste. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence professionnelle où nos domaines se chevauchaient. Nous avons parlé pendant 3 heures autour d'un café, puis d'un dîner, puis d'un petit déjeuner le lendemain matin après avoir parlé toute la nuit. Elle était aussi divorcée. Circonstances différentes. Son ex avait été un alcoolique qui avait refusé de se soigner, mais elle comprenait la perte, comprenait la trahison, comprenait le travail de se reconstruire. Nous avons commencé lentement. Des rendez-vous autour d'un café, des déjeuners, des promenades dans les parcs de Seattle pendant qu'elle me montrait des arbres que je n'avais jamais remarqués. Je lui ai parlé d'Emma, de la veille de Noël, de l'année de rien qui a suivi. Elle a écouté sans jugement. Penses-tu que tu feras à nouveau confiance à quelqu'un, a-t-elle demandé. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi pense que oui. Une partie de moi pense que je suis trop abîmé. Tu n'es pas abîmé, a-t-elle dit fermement. Tu es blessé. Il y a une différence. Les dommages sont permanents. Les blessures guérissent. Je voulais la croire. Nous avons continué à nous voir, à parler, à construire quelque chose de prudent, d'honnête et de réel. Un soir, 6 mois après notre rencontre, elle m'a interrogé sur les cicatrices. Tout le monde a des cicatrices, a-t-elle dit. Physiques ou émotionnelles. Elles sont la preuve que nous avons survécu à quelque chose, que nous avons guéri. As-tu des cicatrices de ce qu'Emma a fait? Oui. Puis-je les voir? Je lui ai tout raconté. Pas seulement les faits que j'avais partagés auparavant, mais les sentiments. La façon dont je m'étais tenu dans ce couloir et où j'avais senti que je cessais d'exister. L'année de rien. La rage, la douleur et le deuil qui avaient finalement percé. Le travail lent et difficile de se rétablir. Elle a écouté tout cela. Puis elle m'a parlé de ses cicatrices, de la découverte de son mari évanoui dans la chambre de leur fille, des mensonges et des promesses brisées, du choix de partir même si elle l'aimait encore, de la reconstruction de sa vie en tant que mère célibataire. Nous sommes tous les deux des survivants, a-t-elle dit. Des survivants de choses différentes, mais des survivants quand même. Et les survivants ont le droit de choisir ce qui vient après. Je l'ai embrassée cette nuit-là. La première fois depuis Emma. C'était comme faire un pas dans le vide et découvrir que je pouvais voler. Ce n'était pas parfait. J'ai eu des moments de panique, des moments où je voulais fuir, des moments où mes cicatrices me faisaient mal. Mais Rachel était patiente, compréhensive. Elle me donnait de l'espace quand j'en avais besoin et de la proximité quand je pouvais le supporter. Nous avons construit quelque chose ensemble. Lentement, prudemment, honnêtement. 3 ans après la veille de Noël, j'ai épousé Rachel. C'était une petite cérémonie. David était mon témoin. La fille de Rachel était sa demoiselle d'honneur. Nous n'avons pas fait de grande réception.
Je ne voulais pas du stress ou du spectacle. Juste nous et les gens que nous aimions, faisant des promesses que nous avions l'intention de tenir. J'ai pensé à Emma pendant la cérémonie. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Mon mariage avec elle avait été énorme. 300 personnes, bar ouvert, groupe live, tout. C'était différent, plus calme, plus réel. Je pensais ses vœux d'une manière que je n'avais pas compris comment penser la première fois. Après la cérémonie, David m'a tiré à part. « Tu es heureux ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit, et je le pensais. Je le suis vraiment. Bien. Tu le mérites. J'ai pensé à ce mot, mériter. Qu'est-ce que chacun de nous méritait? Emma avait pensé qu'elle méritait la passion et l'excitation, elle l'avait choisi plutôt que la stabilité et la confiance. Jake avait pensé qu'il méritait un nouveau départ, il avait abandonné ses enfants pour cela. J'avais pensé que je méritais une femme fidèle. J'avais découvert que ce que nous pensions mériter et ce que nous obtenions n'étaient pas toujours alignés. Mais maintenant, debout ici, la main de Rachel dans la mienne, je pensais que peut-être mériter était le mauvais mot. Peut-être que ce n'était pas une question de mérite. Peut-être que c'était une question de choix. Choisir de faire à nouveau confiance même si j'avais été trahi. Choisir d'aimer à nouveau même si j'avais été blessé. Choisir de construire quelque chose de nouveau au lieu de rester piégé dans les décombres de ce qui avait été détruit. 4 ans après la veille de Noël, Emma m'a envoyé une lettre, pas un courriel que je pouvais bloquer, une vraie lettre, manuscrite, transmise par Mélissa parce qu'elle était le seul point de contact qu'Emma avait. J'ai failli la jeter sans la lire, mais Rachel l'a vue, a demandé ce que c'était. Une lettre de mon ex-femme. Vas-tu la lire? Devrais-je? Rachel y a réfléchi. Ça dépend. Est-ce que la lire t'aidera ou te blessera? Je ne savais pas. J'avais passé 4 ans à construire une vie dont Emma ne faisait pas partie. Voulions-nous vraiment la laisser revenir, même juste par des mots sur papier? Mais la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert la lettre. Elle était longue. Des pages d'écriture petites et soignées. Elle m'a dit que Sophia avait 3 ans maintenant. Intelligente, drôle et belle. Elle m'a dit que Jake n'avait jamais payé de pension alimentaire, qu'il avait complètement disparu. Elle m'a dit que sa carrière s'était rétablie, qu'elle avait été promue, qu'elle réussissait professionnellement. Elle m'a dit qu'elle était en thérapie, l'était depuis 2 ans, travaillait à comprendre pourquoi elle avait fait les choix qu'elle avait faits. Elle m'a dit qu'elle avait réalisé trop tard que ce qu'elle avait appelé ennuyeux et sûr avait en fait été de l'amour, de l'engagement et du partenariat. Elle m'a dit qu'elle était à nouveau désolée. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'étais heureux. Elle m'a dit qu'elle n'attendait pas de réponse, n'attendait rien de moi, voulait juste que je sache qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait détruit. La lettre se terminait par « Tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. J'espère que tu l'as trouvé. » J'ai lu le mot 2 fois. J'ai ressenti non pas rien, ni rage, ni douleur. Quelque chose comme de la pitié peut-être. Ou une conclusion. Qu'est-ce que ça disait? A demandé Rachel. Je lui ai résumé. Vas-tu répondre? Non, ai-je dit. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à dire. Elle s'est excusée. Je l'ai entendu. C'est suffisant. Est-ce vraiment le cas? J'y ai pensé. Aux marques que j'étais la veille de Noël il y a 4 ans. À l'année de rien qui a suivi. Au travail lent et douloureux de la guérison. Oui, ai-je dit. C'est vraiment le cas. Je n'ai besoin de rien d'elle. Je ne la déteste pas. Je ne l'aime pas. Je ne pense pas à elle à moins qu'on ne me le rappelle. Elle est juste quelqu'un que j'ai connu qui a fait des choix qui m'ont fait du mal. C'est tout ce qu'elle est maintenant. Rachel m'a embrassé la joue. Ça, c'est de la croissance. C'était de la croissance. Difficilement acquise, lente et douloureuse, mais de la croissance quand même. J'ai mis la lettre dans une boîte dans mon placard. Je ne l'ai pas jetée, mais je ne l'ai pas gardée non plus quelque part où je la verrais. Je l'ai juste archivée comme n'importe quel autre document d'un projet clos. 5 ans après la veille de Noël, je suis devenu père. Rachel et moi avons eu un fils. Nous l'avons nommé Daniel. En le tenant pour la première fois, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé pour m'amener à ce moment. Si Emma n'avait pas eu d'aventure, je n'aurais jamais divorcé. Si je n'avais jamais divorcé, je n'aurais jamais déménagé à Seattle. Si je n'avais jamais déménagé à Seattle, je n'aurais jamais rencontré Rachel.
Si je n'avais jamais rencontré Rachel, Daniel n'existerait pas. Ce n'était pas que la trahison d'Emma était une bonne chose. Ce n'était pas que j'étais reconnaissant pour la douleur. Mais cela avait mené ici, à ce moment, à cette vie, à cette famille. À quoi penses-tu, a demandé Rachel depuis le lit d'hôpital. Que la vie est étrange, ai-je dit. Que la pire chose qui me soit jamais arrivée a conduit à certaines des meilleures choses. Es-tu heureux que ce soit arrivé? Non. Mais je suis content d'être arrivé ici. Elle a compris la distinction. Daniel a grandi. Premier pas, premier mot, première rentrée scolaire. J'étais présent pour tout cela. Je ne voyageais pas pour le travail, je ne manquais pas de moments parce que je construisais une carrière. J'avais appris cette leçon au moins, que les fondations d'une vie n'étaient pas des titres de poste et des comptes bancaires. C'étaient des moments, des connexions, des gens qui comptaient. 6 ans après la veille de Noël, j'ai croisé Richard, le père d'Emma. J'étais en visite chez David pour le week-end, je me suis arrêté dans un café, et il était là. Il avait l'air plus vieux. Plus gris, fatigué. Marc, a-t-il dit, surpris, incertain. Richard. Silence maladroit. J'ai entendu dire que tu t'étais remarié, a-t-il dit finalement. Tu as un fils. Oui. C'est bien. Je suis content que tu aies trouvé le bonheur. Je l'ai étudié, j'ai vu le regret sur son visage. Comment va Emma, ai-je demandé. Elle s'en sort. Sophia a 6 ans maintenant. Enfant intelligente. Emma va mieux. La thérapie l'a aidée. Elle est avec quelqu'un de nouveau. Un gars bien, enseignant. Stable. Stable. La chose qu'elle m'avait autrefois appelée avec dédain. La chose qu'elle avait apparemment appris à valoriser. C'est bien, ai-je dit, et je le pensais. Marc, la voix de Richard a baissé. Je te dois des excuses pour ce Noël. Pour avoir su ce qu'elle planifiait et n'avoir rien dit, pour l'avoir protégée au lieu d'être honnête avec toi. Ce n'était pas juste. J'ai considéré ces mots. Les excuses que j'avais voulu désespérément il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Maintenant, cela semblait moins important. J'apprécie que tu dises cela, ai-je dit. Mais ça va. Vraiment? Ce qui est fait est fait. Es-tu heureux, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Je le suis vraiment. Et c'était vrai. Pas le bonheur simple et non examiné de mon mariage avec Emma. Pas le bonheur de quelqu'un qui ne savait pas que l'amour pouvait être simulé et les mariages pouvaient être des mensonges. Mais le bonheur compliqué et gagné de quelqu'un qui avait été brisé et guéri, qui avait tout perdu et construit quelque chose de nouveau, qui avait survécu. 7 ans après la veille de Noël, j'ai raconté l'histoire à ma thérapeute. Je la voyais encore occasionnellement, des séances d'entretien, m'assurant que je digérais les choses sainement. Penses-tu à elle, a demandé la thérapeute. Parfois, ai-je admis. Pas souvent, mais parfois. À quoi penses-tu? Je pense à cette nuit. L'entendre parler de Jake à sa mère. La façon dont tout mon monde a changé en 30 secondes. J'ai fait une pause. Je pense à la façon dont j'aurais pu l'affronter à ce moment-là, faire une scène, laisser ma colère sortir immédiatement. Regrettes-tu de ne pas l'avoir fait? Non. La façon dont je l'ai fait, prudemment, méthodiquement, avec des preuves, c'était mieux. Cela m'a donné le contrôle quand je me sentais impuissant. Cela m'a fait me sentir moins comme une victime. Te sens-tu toujours comme une victime? J'y ai réfléchi. Non. Je me sens comme quelqu'un qui a vécu une chose terrible et qui y a survécu. C'est différent d'être une victime. Que dirais-tu à quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé? Je dirais que ça s'améliore. Pas rapidement, pas facilement, mais ça s'améliore. Je dirais que le rien que tu ressens est temporaire, même si ça ne semble pas l'être. Je dirais que tu dois te permettre de faire ton deuil, de te mettre en colère, de ressentir toutes les choses que tu évites. Et je dirais qu'éventuellement, de l'autre côté de toute cette douleur, il y a une vie qui vaut la peine d'être vécue. Est-ce ce que tu as? Une vie qui vaut la peine d'être vécue? Oui, ai-je dit. Je l'ai. 8 ans après la veille de Noël, j'ai laissé tomber. Pas le souvenir, qui serait toujours là, mais le poids de celui-ci, sa signification. C'est devenu juste une chose qui s'est produite. Pas le moment déterminant de ma vie,
pas l'événement par rapport auquel tout le reste était mesuré. Juste une chose. Douloureuse et difficile et qui a changé la vie, mais pas accablante. Rachel l'a remarqué. Tu es différent dernièrement, a-t-elle dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Différent comment? Plus léger. Comme si tu avais déposé quelque chose que tu portais. Elle était perspicace. Je crois que oui, ai-je dit. L'histoire d'Emma. Oui. C'est bien. Elle m'a embrassé. Tu mérites d'en être libre. Il y avait ce mot à nouveau, mériter. Peut-être que je méritais d'en être libre. Peut-être que je méritais d'être heureux. Peut-être que je méritais cette vie que j'avais construite avec Rachel et Daniel. Ou peut-être que le mérite n'était pas le point. Peut-être que le point était que j'avais choisi cela. J'avais choisi de guérir, j'avais choisi de faire à nouveau confiance, j'avais choisi de construire quelque chose de nouveau au lieu de rester dans les décombres de ce qui avait été détruit. 9 ans après la veille de Noël, j'ai oublié l'anniversaire. Le 24 décembre est arrivé et passé, et je n'y ai pas pensé. Je ne m'en suis souvenu que 2 jours plus tard, alors que je regardais mon calendrier pour autre chose et que j'ai vu la date. 9 ans depuis que j'avais entendu Emma se confesser à sa mère. 9 ans depuis la fin de mon mariage, même si je ne le savais pas encore. Et j'avais oublié. Cela ressemblait à une victoire. 10 ans après la veille de Noël, Emma m'a contacté une fois de plus. Une autre lettre, plus courte cette fois. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter. Je sais que tu as tourné la page et construit une vie, et que je ne suis qu'un souvenir douloureux. Mais Sophia pose parfois des questions sur toi. Elle sait que tu étais marié avec moi avant sa naissance. Elle ne comprend pas pourquoi nous ne sommes pas ensemble. Je lui ai dit que nous voulions des choses différentes, que nous nous étions éloignés, tous les euphémismes que les personnes divorcées utilisent. Mais elle a 9 ans maintenant, et elle est intelligente et elle peut dire qu'il y a plus à l'histoire. Je ne veux pas lui mentir comme je t'ai menti. Alors, je lui ai dit la vérité. Que j'ai fait de terribles choix et que je t'ai profondément blessé, et c'est pourquoi notre mariage a pris fin. Elle m'a demandé si tu me haïssais. Je lui ai dit que je ne savais pas. Me haïs-tu? Je ne demande pas parce que je veux ton pardon ou parce que je cherche une conclusion. Je demande parce qu'un jour, elle voudra peut-être comprendre sa propre histoire d'origine. Et je veux pouvoir lui dire la vérité sur qui nous étions et qui nous sommes maintenant. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es heureux. J'espère que 10 ans est une distance suffisante pour que la douleur se soit estompée. Emma. J'ai lu la lettre à Rachel. Le fais-tu, a-t-elle demandé. L'haïr? Non, ai-je dit. Je ne pense pas l'avoir jamais vraiment haï. J'étais en colère, blessé, trahi, mais la haine? Non. Vas-tu répondre? Je pense que oui. Juste pour répondre à sa question, pour le bien de Sophia. J'ai répondu, restant bref. Emma, je ne te hais pas. Je l'ai fait autrefois, ou je pensais le faire, mais la haine demande de l'énergie, et je préfère dépenser cette énergie pour les gens que j'aime. Ce que tu as fait m'a profondément blessé, mais j'ai guéri. J'ai tourné la page. J'ai une famille que j'aime et une vie qui me rend heureux. J'espère que tu as la même chose. Pour Sophia, ta mère a fait des choix qui ont blessé des gens, mais elle travaille pour être meilleure. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous faisons des erreurs. Nous blessons des gens. Et si nous sommes chanceux et disposés à faire le travail, nous devenons meilleurs que nous ne l'étions. Dis-lui que l'histoire de chacun est compliquée. Que les gens sont plus que la pire chose qu'ils aient jamais faite. Et qu'il est possible de survivre à la douleur et de construire quelque chose de bon quand même. Je vous souhaite à tous les deux tout le meilleur. Marc. J'ai posté la lettre et j'ai ressenti la paix. Pas le pardon exactement. Emma ne l'avait pas mérité, et je n'étais pas sûr qu'elle le ferait jamais. Mais la paix. Celle qui vient de déposer un fardeau que vous ne réalisiez pas que vous portiez encore. 11 ans après la veille de Noël, Daniel m'a interrogé sur mon premier mariage. Il avait 6 ans. Il avait vu des photos de mariage chez David, des photos du temps où David était mon témoin la première fois. Qui est cette dame, a-t-il demandé, pointant Emma. Rachel et moi avions convenu d'être honnêtes avec lui, de manière appropriée à son âge. C'est quelqu'un avec qui j'étais marié avant ta maman, ai-je dit. Pourquoi n'es-tu pas marié avec elle maintenant?
Parce que nous voulions des choses différentes et que nous n'étions pas bons l'un pour l'autre. Alors nous avons cessé d'être mariés. Ça t'a rendu triste? Très triste pendant un moment. Es-tu toujours triste? Non, parce que maintenant j'ai toi et ta maman et je suis très heureux. Cela l'a satisfait. Il est retourné à son livre de coloriage. Rachel a croisé mon regard, a souri. Nous l'avions fait. Nous avions construit une famille, une vraie, basée sur l'honnêteté, la confiance et la présence. Le genre de famille que j'avais cru avoir avec Emma, mais que je n'avais trouvé qu'avec Rachel. 12 ans après la veille de Noël, j'ai arrêté de compter. J'ai arrêté de marquer l'anniversaire. J'ai arrêté de mesurer ma vie en distance par rapport à ce moment. J'ai commencé à la mesurer d'autres manières. Dans les étapes importantes de Daniel, dans les années avec Rachel, dans les projets achevés et les défis surmontés. La veille de Noël est redevenue juste la veille de Noël. Un jour pour la famille, la célébration et l'attente de l'année à venir. Pas un jour hanté par les fantômes des mariages passés. La maison où vivaient les parents d'Emma a été vendue. Ils ont déménagé dans un condo quelque part en Floride. Richard était décédé 2 ans plus tôt. Crise cardiaque. J'en avais entendu parler par des connaissances mutuelles. J'ai ressenti de la tristesse de manière abstraite. Catherine était toujours en vie autant que je sache. Je ne tenais pas les comptes. Jake s'était apparemment remarié. Avait eu un autre enfant. Je ne tenais pas les comptes de cela non plus. Emma était toujours avec l'enseignant. Ils s'étaient mariés. Sophia avait un beau-père qui se présentait, l'aimait et la choisissait chaque jour. J'étais content pour cela. Sincèrement content. Chaque enfant méritait cela. J'avais construit une bonne vie, une vie réelle, une vie qui valait la peine d'être vécue. Et si quelqu'un me posait des questions sur mon premier mariage, je pouvais raconter l'histoire sans douleur, sans colère. Juste des faits, une chronologie. Quelque chose qui est arrivé à quelqu'un que j'étais autrefois. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles s'étaient estompées. Elles faisaient partie du paysage de qui j'étais au lieu d'être de nouvelles blessures qui me définissaient. Rachel comprenait cela. Elle avait ses propres cicatrices. Nous les comparions parfois. Pas de manière compétitive, juste honnêtement. Nous sommes tous les deux des survivants, avait-elle dit une fois. Elle avait raison. Nous avions tous deux survécu à différents types de trahisons, à différents types de pertes. Et nous avions tous deux choisi de construire quelque chose de nouveau au lieu de rester piégés dans ce qui avait été détruit. C'était ça, la vraie histoire. Pas la trahison. Pas la douleur. Pas la veille de Noël qui a tout changé. L'histoire était ce qui venait après. La guérison. La reconstruction. Le choix de faire à nouveau confiance. Le choix d'aimer à nouveau. Le choix de croire que ce qui était brisé pouvait être réparé en quelque chose de différent mais toujours beau. 15 ans après la veille de Noël, j'ai reçu une invitation de mariage. Sophia se mariait. Elle avait 21 ans, jeune mais certaine. L'invitation était adressée à moi, Rachel et Daniel. Emma avait inclus une note. Sophia veut que tu sois là. Elle connaît notre histoire, toute l'histoire, et elle veut quand même que tu sois à son mariage. Elle dit que tu fais partie de son histoire, même si tu n'as été dans la vie de sa mère que pendant une courte période. Je comprends si c'est trop demandé. Je comprends si te voir serait inconfortable. Mais elle m'a demandé de t'inviter, alors je le fais. Sans rancune, dans tous les cas. Emma. J'ai montré l'invitation à Rachel. Tu veux y aller, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. C'est étrange. J'ai été marié à sa mère pendant 7 ans, mais je n'ai jamais rencontré Sophia. Je suis parti avant sa naissance. Mais elle veut que tu sois là. Cela signifie quelque chose. Cela signifiait quelque chose. Je n'étais juste pas sûr de quoi. Est-ce que ça t'irait? Ai-je demandé à Rachel. Il ne s'agit pas de savoir si ça m'irait. Il s'agit de savoir si tu veux y aller. Si ce serait bon pour toi ou douloureux pour toi. J'y ai réfléchi pendant des jours. J'ai finalement décidé que oui, j'irais. Pas pour Emma. Même pas vraiment pour Sophia, puisque je ne la connaissais pas. Mais pour la conclusion. Pour le point final d'une histoire qui se déroulait sans fin depuis 15 ans. Le mariage a eu lieu au printemps, en plein air, beau temps. Sophia était charmante.
Elle ressemblait à Emma, mais avec une énergie différente. Plus calme, plus posée. Son fiancé était médecin, des yeux gentils. La façon dont il la regardait me rappelait comment je regardais Emma autrefois. J'espérais qu'il n'aurait jamais à apprendre ce que j'avais appris. Emma m'a vu avant la cérémonie, s'est approchée prudemment. « Marc » a-t-elle dit. « Merci d'être venu. »« Bien sûr. Tu as l'air bien. »« Heureux. »« Je le suis. »« Toi aussi. »« Je le suis, enfin. » Elle a souri, incertaine. « Voici Rachel. »« Oui, Rachel. » C'est Emma. Elles se sont serrées la main. Deux femmes qui avaient toutes deux été mariées à moi. Se rencontrant pour la première fois. « C'est un plaisir de vous rencontrer », a dit Rachel gracieusement. « Vous aussi. » Et voici Daniel. « Mon fils, 15 ans maintenant. » Daniel a serré la main d'Emma poliment. « Sophia est excitée de te rencontrer », m'a dit Emma. Elle est nerveuse à propos du mariage, mais elle voulait vraiment que tu sois là. Pourquoi? Emma avait l'air mal à l'aise. Elle a dit que son histoire d'origine inclut la douleur et les erreurs, mais qu'elle inclut aussi des gens qui choisissent d'être meilleurs. Elle a dit que ta partie de cette histoire, ton choix de passer à autre chose au lieu de rester en colère. Cela lui a appris quelque chose sur la résilience et le pardon. Je ne savais pas quoi dire à cela. Elle est très sage, a dit Rachel. Elle est meilleure que je ne l'étais à son âge. Meilleure que ce que je méritais. La voix d'Emma s'est brisée. Je dois aller l'aider à se préparer. Mais Marc, merci d'être venu. D'avoir répondu à mes lettres. De ne pas me haïr, même si tu en avais tout à fait le droit. J'espère que tu es heureuse, Emma, ai-je dit, et je le pensais. J'espère que tu le es aussi. Je le suis. La cérémonie a été belle. Sophia rayonnait. Son mari, nouveau mari, la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Pendant la réception, Sophia m'a trouvé. « Monsieur Harrison » a-t-elle dit. « Merci d'être venu. Appelle-moi Marc, et félicitations. Je voulais te rencontrer. Je sais que c'est étrange. Tu étais marié à ma mère, mais tu es parti avant ma naissance. Mais tu fais quand même partie de mon histoire. Ta mère l'a mentionné. Je ne suis pas sûr de comprendre. » Sophia a jeté un coup d'œil à l'endroit où Emma se tenait avec son mari enseignant. « Ma mère a fait de terribles choix. Elle t'a fait du mal, ainsi qu'à la famille de Jake et à elle-même. Mais elle a travaillé dur pour être meilleure. Pour être quelqu'un dont je peux être fier. Et une partie de ce qui l'a aidé à devenir meilleur a été de savoir que tu es passé à autre chose, que tu as construit une bonne vie, que tu n'as pas laissé ce qu'elle a fait te détruire. J'ai failli le laisser, ai-je admis. Pendant un moment. J'ai failli le laisser. Mais tu ne l'as pas fait. Et ça compte. Cela a appris à ma mère que la guérison est possible. Cela m'a appris que nous ne sommes pas définis par nos pires moments si nous sommes prêts à faire le travail pour être meilleurs. Cette femme de 21 ans m'enseignait des choses sur ma propre histoire que je n'avais pas comprises. Tu es très sage, ai-je dit. Elle a ri. Ma mère dit ça aussi. Je pense que j'ai juste dû grandir vite. J'ai dû trouver comment donner un sens à une histoire d'origine compliquée. Pour ce que ça vaut, ai-je dit, je suis heureux que ta mère ait trouvé le bonheur. Je suis heureux que tu aies un bon beau-père. Et je suis heureux que tu commences ta propre histoire avec quelqu'un qui t'aime. Merci, a-t-elle dit. Cela signifie plus que tu ne le penses. Elle m'a serré dans ses bras, l'étrangère qui était en quelque sorte connectée à moi par la douleur et la guérison et les étranges façons dont les vies s'entrecroisent. Puis elle est retournée à son mariage, à son mari, à son avenir. Et je suis retourné au mien. Rachel a pris ma main. Daniel parlait à un autre adolescent à la table voisine. « Ça va » a-t-elle demandé. « Oui » ai-je dit. « Je le suis vraiment. » Et c'était le cas. L'histoire avait une fin maintenant. Pas une fin nette, pas une fin simple, mais une fin quand même. Emma m'avait blessé profondément, complètement. Mais j'avais survécu. Plus que survécu. J'avais guéri. J'avais construit quelque chose de réel, de bon et de durable. Les cicatrices étaient toujours là, le seraient toujours. Mais elles ne me définissaient plus. Elles faisaient juste partie de mon histoire.
Les chapitres douloureux qui avaient conduit à de meilleurs. Nous avons quitté le mariage alors que le soleil se couchait. Nous avons conduit dans le crépuscule printanier. À quoi penses-tu? A demandé Rachel. Que la vie est étrange, douloureuse et belle, ai-je dit. Que les pires choses peuvent conduire aux meilleures choses. Que nous survivons en choisissant de survivre. Des pensées profondes pour un samedi soir. J'ai ri. Peut-être, ou peut-être juste la vérité. Daniel s'est endormi sur la banquette arrière. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Mon fils. Ma famille. Ma vie. Tout cela construit sur des ruines. Tout cela beau. Quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il en est de la trahison, du fait d'être brisé, d'avoir son monde qui s'arrête en l'espace d'un battement de cœur. Vous avez des choix. Vous pouvez rester dans ce moment pour toujours. Le laisser vous définir. Le laisser vous détruire. Ou vous pouvez y survivre, en guérir, construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux. J'ai choisi la survie. J'ai choisi la guérison. J'ai choisi de croire que même la pire douleur pouvait être traversée et transformée en quelque chose qui vous rendait plus fort au lieu d'être amer. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas rapide. Ce n'était pas simple. Mais ça en valait la peine. Chaque pas douloureux, chaque moment de rien, chaque cicatrice gagnée dans le processus de redevenir entier, en valait la peine. Parce que maintenant, 20 ans après la veille de Noël, je peux raconter l'histoire sans saigner. Je peux me souvenir de ce couloir, de ces cadeaux de Noël, de ces mots terribles, et je peux reconnaître que c'est arrivé sans être à nouveau détruit par cela. L'homme qui se tenait dans ce couloir est parti. Le mariage qu'il croyait avoir n'a jamais existé. Mais je suis toujours là. Cicatrisé, mais entier. Blessé, mais guéri. Différent de ce que j'étais, mais peut-être meilleur pour cela. Et cela, plus que toute autre chose, plus que toute vengeance que j'aurais pu prendre ou colère que j'aurais pu retenir. C'est la vraie fin de cette histoire. Pas la confession d'Emma. Pas le divorce. Pas même le mariage où j'ai rencontré la fille que je n'ai jamais eue. La fin, c'est ceci, j'ai survécu. Et la survie, il s'avère, est sa propre forme de justice.